Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé au développement de ces zones moches, comme vous le dites, et comme d'autres le disent, en périphérie des villes? C'est parce qu'on a laissé faire la logique capitaliste pour aménager le territoire. Les pouvoirs constat. Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé? On peut faire des panneaux de 3 par 4 pour vous vendre du gigot d'agneau et vous avez ça dans la figure quand vous passez en voiture. Ça, il faudrait le réguler, par exemple. L'espace public, c'est un espace commun. Les agressions publicitaires, les gens en subissent les conséquences. Et donc, il faudrait, par la loi, par la réglementation, limiter la publicité. Bref, se dire que l'aménagement du territoire, ça peut pas être juste celui qui a l'argent qui décide comment il construit, comment il aménage, mais il faut que ce soit l'intérêt général et donc l'État, les collectivités, les citoyens qui aient leur mot à dire sur ce qu'on fait de nos villes et de leur périphérie. C'est ça, de la concertation, c'est ce qu'on disait il y a quelques instants. Je voudrais qu'on prenne Eric en ligne. Il nous appelle de Portet-sur-Garonne et il est directeur d'usine. Eric, alors, ça vous fait plaisir, vous, ces annonces gouvernementales ou pas du tout? Vous n'avez pas du tout envie de transformer votre usine, par exemple? Bonjour Estelle, bonjour à tous. Ah non, moi ça me fait peur. Bonjour Eric. Bonjour. Ah bon? Ça me fait peur parce qu'une fois de plus, on va casser quelque chose qui fonctionne. Parce que moi personnellement, comme a priori 72% des personnes qui vont en centre commercial, je me fiche que la zone commerciale soit belle. Hein. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'elle soit pratique, que je puisse faire mes courses rapidement, facilement, sans payer le parking, en garant ma voiture vite, pour pouvoir me débarrasser de la corvée ou pouvoir me balader le plus vite possible. Dans vos discours qu'il y a sur le plateau, on se rend compte qu'on a beaucoup de citadins, beaucoup de personnes qui n'ont pas d'enfants. Parce que la balade en centre-ville, en rue piétonne, pour aller faire ses courses, c'est très bien. Mais quand vous avez 6 packs de lait, 3 rouleaux de papier cul, tout ce qu'il faut pour des enfants, etc., vous ne le faites pas en vous baladant. Il faut un chariot, il faut la voiture qu'elle soit rapide, qu'elle soit à proximité. Il faut pouvoir un endroit où vous puissiez aller en l'espace de 5 minutes faire les courses alimentaires, aller acheter le pantalon pour le petit qui a fait un gros trou sur le genou la veille, acheter la paire de chaussures pour le deuxième le plus rapidement possible. Tout ça le moins cher possible parce que en ces temps qui courent, tout qui coûte, et ça le plus rapidement possible. L'espèce d'utopie qui est que tous les centres-villes vont être magnifiques, on va pouvoir se balader tranquille, chacun avec nos vélos, avec les enfants calés dans la benne devant le vélo cargo, etc. C'est utopique, ça n'a rien à voir avec la vie de tous les jours. Bien sûr. Bien sûr, non mais c'est pas la vie de tous les jours pour des millions de Français, je suis d'accord avec vous. Maintenant, le problème des centres-villes, c'est qu'on peut plus se garer, ça c'est sûr. Vous pouvez vous faire livrer, mais le problème de la livraison, c'est que ça pollue et souvent ça coûte de l'argent, même si aujourd'hui de plus en plus d'enseignes font par exemple la livraison gratuite à partir de 50 €. Mais après, je suis d'accord avec vous, c'est sûr que dans les hyper qui ont fêté leurs 60 ans là, il y a quelques mois, vous trouvez tout, hein, de l'habillement, de la déco, de l'électroménager, et que ça, en centre-ville, ça c'est sûr que vous pouvez pas avoir un hyper qui vous propose autant, et que donc les courses prennent plus de temps. Et j'entends qu'avec des enfants en bas âge, les courses c'est l'enfer. Et ce que vous vivez, Eric, effectivement, et vous avez raison de le rappeler, c'est ce que vivent la majorité des Français, parce que Rémi l'a dit en début d'émission, c'est 72% des Français qui font leurs courses en zone commerciale et qui, effectivement, à mon avis, se foutent totalement, que ce soit beau ou pas. Ce qu'ils veulent, c'est pouvoir payer moins cher leurs courses. Tu as raison, c'est même plus que ça, c'est 72% des achats en magasin. Tous produits confondus se font dans des zones commerciales. C'est pas seulement l'alimentaire, c'est effectivement, tu l'as dit, c'est aujourd'hui, tu veux t'acheter une paire de lunettes de soleil pour l'été, tu vas dans ta zone commerciale parce qu'en même temps tu feras tes courses, tu feras ton plein, et voilà, tout est. Et tu mangeras dans un fast-food le midi. Merci Eric, merci beaucoup William Nartinet d'avoir été avec nous dans Estelle Midi. On termine avec des messages, Rémi. Allez, j'ai ce message de Ouba qui nous écrit sur Direct Studio, qui nous dit non, il ne faut pas en finir avec les zones commerciaux. C'est un coup de gueule, hein. C'est le seul endroit où nous allons pour faire nos courses ou acheter nos vêtements. Le centre-ville est réservé aux riches. C'est ce qu'il nous dit. Et ce sont des boutiques de riches. Je suis désolé. Il faut arrêter de dire que c'est agréable de faire ses courses en centre-ville. Il faut avoir les moyens. Oui, c'est exactement ce que disait Eric, le dernier auditeur. Alors, faut-il en finir avec les zones commerciales? Que donne notre sondage, Rémi, sur le compte Twitter d'Estelle Midi? C'est le nom qui l'emporte, mais c'est pas franc. Je pense que tu vas peut-être faire jouer la marge d'erreur. C'est non pour 53% des personnes qui sont prononcées sur nos réseaux sociaux. Ben non, je crois que c'est pas la marge d'erreur, parce que nos deux derniers auditeurs, effectivement, et nos derniers messages prouvent qu'effectivement, c'est pas la priorité des Français d'embellir les zones commerciales. Désolé, le projet, c'est plutôt d'embellir plutôt que de les supprimer. C'est ça que je. Oui, mais comme le disait Eric, qu'est-ce qu'il en a à faire qu'il y ait 3 arbres
qui de toute façon, à mon avis, comme il n'y aura pas l'arrosage automatique, mourront au bout de 2 mois dans la zone commerciale. Lui, ce qu'il veut, c'est pouvoir faire de bonnes affaires et que ce soit pratique, en fait. Oui, mais pour en finir avec les zones commerciales, il faudrait que les courses en centre-ville deviennent accessibles et donc effectivement que ce soit moins cher, que ce soit plus facile. Exactement. Et c'est là-dedans qu'on pourrait investir. Oui, pour c'est pas tout à fait la tendance. Là, c'est de plus en plus cher, de moins en moins pratique et on peut plus se garer. De continuer à investir ailleurs. Et les vélos cargo, c'est effectivement très bobo. Quand même. Allez, dans un instant, oh là là, on parlera du grand retour du jour, mais c'est incroyable. Je ne pensais pas qu'ils reviendraient, mais s'ils reviennent, les pompistes dans des centaines de stations-service Total Énergie. Mais est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée de faire revenir les pompistes? À tout de suite dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. RMC, midi 15h. Estelle Midi. Juste avant l'été, Quentin de Poitiers a remporté 24 000 € en jouant dans Estelle Midi. Et une nouvelle fois, c'est une très belle rentrée d'argent qu'on vous offre jusqu'à fin 2023. 4 000 € par mois pendant 4 mois. On vous offre donc la somme de 16 000 €. Et pour jouer, vous envoyez rentrée par SMS au 732-16. Vous avez 5 minutes pour vous inscrire. Bonne chance. Chercher, améliorer, recommencer encore et encore. RMC, midi 15h. Estelle Midi. Estelle Denis. On est de retour dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. On est toujours en direct de Renault Days, le salon de la rénovation Porte de Versailles à Paris. On est toujours en compagnie de Rémi Barré, de Thierry Moreau, d'Anne-Sophie Saint-Père et de Fred Hermel. On est avec vous également au 32-16 pour réagir au retour du jour. Et ce retour, on ne l'attendait pas. C'est celui des pompistes dans les stations-service Total Énergie. Alors que ce métier avait quasiment disparu, le géant pétrolier va recruter plusieurs centaines de pompistes. Mais Rémi, pourquoi ce choix? Alors déjà, il faut savoir que les premiers recrutements, ils ont été lancés il y a 3 ans, en 2020. C'était passé inaperçu parce qu'il y a eu la crise sanitaire. Donc forcément, ça a été freiné. On trouve aujourd'hui un pompiste dans une centaine de ces stations Total Énergie. Comme il y a quelques décennies, le pompiste propose à nouveau à l'automobiliste de faire le plein à sa place, aide les clients à la station de lavage ou au gonflage des pneus, répartit les voitures entre les fils, voire même vérifie le niveau du liquide lave-glace si vous lui demandez. Selon Total Énergie, le retour de ce type de service permet, alors attention, accrochez-vous, de remettre du lien, d'autant que ce n'est pas toujours plaisant de faire le plein, car ça ne sent pas très bon. C'est pas moi qui le dis, c'est Total Énergie. Ce sera pas plaisant pour le pompiste non plus. Non plus, non. Surtout avec un service. Là, c'est peut-être vraiment l'objectif. Service plus rapide. Objectif, c'est de transformer la station en drive. Le temps d'attente étant moins long. Moins c'est long, plus il y a de clients. Donc, il y aura moins de liens. Ce sera moins long. Oui, alors, il va falloir faire du lien rapide. Selon le groupe, 200 stations supplémentaires devraient accueillir un pompiste en 2024 sur un total de 3400. Ce sont les plus fréquentées qui sont concernées, souvent celles situées en milieu urbain. Alors, bonne ou mauvaise idée, ce retour des pompistes en station-service? Fred Hermel. J'adore l'idée. Mais vous n'avez pas de voiture. J'ai eu une voiture jusqu'il y a 2 ans. Là maintenant, je me suis installé à Paris. J'habite dans le 15e, j'ai pas besoin de voiture, mais moi j'ai toujours une voiture. Parce que dans le milieu rural, à 18 ans, on passe. Il faut qu'on ait le permis. À Paris, les gens ne prennent pas le nous. Au village, moi à 18 ans, j'ai eu mon permis. J'ai eu mon permis une semaine après mon bac. Et donc, j'ai toujours une voiture et c'est très utile. Et c'est vrai que c'est sale, on s'en met partout. Ça sent pas bon. Non, mais excusez-moi, c'est pas. Qui se met de l'essence partout? Eh ben oui, les gens maladroits comme moi. Excusez-moi. Eh ben voilà. Moi, je me suis jamais mis d'essence sur les mains pendant l'essence. Exceptionnel. Non, parce que c'est quand même pas très compliqué d'attraper une poignée. Tu fais déborder ton réservoir, tu me dis ce matin. On est d'accord. Mais attendez. Mais ça, c'est autre chose. Arrêtez. On sait très bien que quand on prend le truc et tout, il y a toujours une petite goutte, etc. On tient un peu comme ça. Je veux dire, c'est pas très pratique, c'est pas très propre de remplir le réservoir. Donc ce sera très bien. Puis quelqu'un qui doit, je vous mets un petit coup sur le pare-brise, c'est bien aussi. Voilà. Oui, mais moi, il y a un truc, en fait, je suis pour le retour du pompiste pour me gonfler mes pneus. Mais aussi. Et je vous mets un petit coup sur le pare-brise. Donc ça, c'est formidable. Oui, à part que ça va me coûter plus cher parce que je vais donner un pourboire. Mais c'est très bien. Ça va très coûter bien. plus cher. Mais au lieu de. Mais ton pare-brise. On se plaint du prix des carburants, mais vous allez forcément donner de l'argent aux pompistes. Oui, sauf que il va bien te faire la pression des pneus. Et c'est bon pour la sécurité routière. Enfin, je fais pas la pression des pneus toutes les semaines. Mais je suis sûr que si tu avais ce service qui était évident là comme ça et facile, et tu ferais mieux ta pression des pneus et tu serais plus en sécurité dans ta voiture. Non, parce que c'est une réalité. Moi, il y a un truc que j'adore faire. Vous savez, quand je fais le plein, j'arrive au clic. Et là, qu'est-ce que je fais? Je me dis, je pense qu'il peut y en avoir encore dans le réservoir. Donc, je continue à maintenir la pression jusqu'à l'autre clic.
Et moi, ce que j'aime, c'est qu'il y ait un compte-rond. Je supporte pas d'avoir un prix d'essence sans compte-rond. Oui, mais là, c'est donc parce je que- maintiens le clic jusqu'au compte-rond, vous voyez. C'est pas bon Et pour ça- ton moteur, je te l'ai dit. Ça peut-être, voilà. et ça, le pompiste va le faire à ma place. Et lui, il fera pas le clic. Oui, mais c'est parce que tu es Et ça, ça m'embête. Eh ben, Là, c'est un truc psychologique. Mais ça, c'est excusez-moi, il y chacun a son plein de gens truc. qui attendent le clic. Je suis persuadée. Vous pouvez nous envoyer des messages sur l'appli RMC, rubrique Direct Studio. Hashtag clic. Alors, Clic, clic. je vous assure. Ça, Je comprends. extraordinaire. comme C'est truc. comme faire éclater les petites bulles de. Bien sûr. Eh oui. dans les- C'est voilà, pour- c'est pour ça que je fais des livraisons, c'est pour Voilà. claquer les bulles. Voilà. Ça c'est bien. Mais pour les gens qui ne veulent pas jouer au clic, eh ben, c'est bien c'est qu'il y ait ce un retour. tort. Non, mais au-delà de ça, moi, je me souviens quand je suis allé au Japon, j'étais surpris de voir tous ces petits métiers de service au quotidien qui facilitent la vie des gens. Enfin, c'est quand même pas les métiers les plus épanouissants. Les cireurs de Oui, chaussures. mais enfin, excuse-moi, Oui. il y a Ça des te manque? mais Bah lui, pourquoi- oui, évidemment. Mais pourquoi pas? Ah oui, parce qu'il y a des souliers vernis, c'est vrai. Mais oui, mais pourquoi pas? Mais non, mais excusez-moi, mais il y a des gens qui peuvent trouver du plaisir à faire ce métier de service auprès de voir des gens qui viennent à la station-service, etc. Les petits métiers de service. Après, tout dépendra de la considération qu'ont les gens. Au Japon, le type qui ouvre la porte On est pas au dans un Japon. hôtel, il se sent aussi important que le directeur de l'hôtel. C'est le regard des gens sur ces Il y a pas le gens même salaire. Hein. qui font Tu m'étonnes. ces métiers de service qui doit changer. Excusez-moi. Moi, je trouve, franchement, ce qui rend la vie plus D'accord. simple et plus belle, plus facile, eh ben, je trouve ça très bien. En plus, ça crée de l'emploi. Combien le salaire du pompiste, Rémi? Ah bah, j'ai regardé ce matin le salaire moyen en début de métier, c'est 1800 euros, entre 1600 et 1800 euros brut. Ah oui, quand même. Ouais. Bah, C'est et- bah, et- c'est le, enfin, c'est le- non, mais c'est le SMIC. C'est le SMIC. C'est le SMIC, Ouais. donc je suis pas sûr que tu vois plus belle la vie, effectivement, quand tu vois, quand tu. Enfin, excuse-moi, entre le chômage et le SMIC, en plus, comme tu dis, il y aura des pourboires. Il y Ah aura bah des oui. pourboires. Bah, faut Eh ben, espérer. ouais. Ben voilà, donc. Anne-Sophie Saint-Père, est-ce que vous aussi, vous avez l'œil qui brille quand on évoque le retour des pompistes? Non, alors j'ai l'œil qui brille parce que ça me fait rire. Ça faisait longtemps que Fred n'avait pas parlé de son voyage au Japon. Oui, c'est vrai. Ça nous manquait. Ça manquait. Non, alors moi j'ai pas de passion pour le clic. Vous n'avez pas de voiture? Non, mais il m'arrive de conduire des voitures et de faire le plein. Ah non, mais c'est qu'avec ma voiture. Je fais pas du tout ça avec des voitures de location. Ah non, le ok, clic, c'est d'accord, pour c'est ma le voiture clic personnelle. perso. Ok, Ah bah, bien d'accord. sûr. Oui. Non, alors je suis passée à côté de cette passion du clic, je dois le reconnaître. En général, je suis plutôt pour le lien et le fait qu'il y ait des personnes. Je trouve ça beaucoup plus agréable. Sur la question des pompistes en particulier, j'ai quand même un doute sur les conditions de travail, sur l'exposition au benzène toute la journée, parce que c'est pas agréable, ça pue, mais en fait c'est aussi des produits toxiques, l'essence, c'est cancérigène. Et on peut s'en passer parce qu'on peut faire le plein. Il y a des gens que ça réjouit parce qu'ils font un clic en faisant le plein, quoi. Donc je suis pas du tout convaincue. Pour moi, le risque sanitaire, il est important. Ça me fait un peu penser aux gens qui étaient au péage et qui ont été supprimés, remplacés par des machines. Bah oui, parce qu'en fait, respirer des fumées toxiques toute la journée, c'est dangereux. Et donc pour moi, il y a un peu ce risque-là. C'est un métier dont on peut se passer, donc je suis pas forcément hyper favorable. Ensuite, on peut faire du lien dans Enfin, on peut plein se passer de d'autres. plein de métiers et encore heureux qu'on s'en passe pas. Non, et moi plutôt, on pourrait viser les métiers qui sont moins dangereux ou qui requièrent moins d'exposition à des substances toxiques. Enfin, on peut peut-être Je mettre suis des tout à fait masques et pour. tout ça. Moi, je tout à suis fait pour le retour de l'ouvreuse au cinéma. Vous savez qu'il y Mais avait bien sûr. son bien petit sûr. panier avec ses petits paquets, non pas les chips, mais Non, qu'il y les avait gelcos, les il y avait des gelcos. bonbons, Les des gelcos. cônes et tout. Oh, Ouais, c'est mais Oui, bien, il y a les plus gelcos de qui vendeurs coulaient et déjà moins de un petit machines, peu. oui, mais pas forcément dans ce genre de cadre qui est hyper désagréable en fait. Rémi, alors Il y a vous un avez sujet sur plein- le clic. Allez-y. Ah bah, Il y a un sujet sur le bien clic. sûr, évidemment. Alors c'est pas misogyne totalement de ma part, je me demande si le clic n'est pas féminin. Parce que j'ai Sophie qui Oh là nous là, écrit, attention. Carole, Anne-Laure qui nous Ouais. écrit, clic, bravo Estelle, clic team Estelle. Bien sûr. Je suis comme Estelle, le clic est le compte tout rond, quand j'y arrive ça me fait ma journée. Bien sûr que j'attends le clic moi aussi, je me suis aussi mise au compte rond depuis quelques temps. Et bien Team sûr. clic, bah voilà. C'est la Et vie, puis- le compte et rond. puis j'ai ce message de Sébastien qui me fait beaucoup rire. Avec le tarif actuel du pétrole, heureusement qu'ils mettent des pompistes en général dans les stations. Les bijouteries ne sont pas en libre service. Thierry, vous me regardez avec un œil apitoyé. Alors vous, Ah non, Thierry, oui, parce que le vous n'êtes pas contrôle, elle clique. concerné parce qu'en fait, vous avez une voiture électrique. J'ai aussi une voiture, ma femme a une Oui. autre voiture, on a une petite voiture diesel, donc je vous confirme, quand on va prendre de l'essence dans une station, les poignées sont sales, on est obligé de prendre des gants en plastique, c'est absolument dégueu. Donc si quelqu'un me fait le plein, moi je serais très content, donc il n'y a aucun souci.
Petit bémol cependant, alors après, il faut effectivement que ça soit fait dans le respect des conditions de travail, mais si on devait supprimer tout ce qui est dangereux, à ce moment-là, il n'y aurait plus d'élagueurs, il n'y aurait plus de peintres industriels parce que c'est très nocif aussi. Il n'y aurait plus de métier du protéger bâtiment. Enfin, la règle, c'est quand on a un métier dangereux, on protège son salarié. Point. Il n'y a même pas de débat là-dessus. En revanche, si ça peut effectivement avoir un salaire d'entrée dans le monde du travail pour un certain nombre de gens, pourquoi pas? Attention, les petits pompistes indépendants n'auront pas je dirais l'amplitude budgétaire pour pouvoir le faire. Donc ce ne sera pas dans les petites stations de campagne que tu peux connaître. Dans les grosses stations Total. Ce ne sera pas chez les distributeurs parce qu'ils prennent 1 ou 2 centimes, voire prix coûtant sur l'essence. Ce sera donc chez les grands pétroliers, c'est-à-dire Total, Esso, etc. Pourquoi ils font ça? Tout simplement pour redorer aussi un peu leur blason. Alors ok, ça fera du lien, ça aidera la petite mamie qui a un petit peu de mal à mettre son truc et qui met 2 heures à faire son plein et t'es derrière, tu attends. Mais ça reste quand même du marketing. C'est une grosse société pétrolière qui vous fait ce service pour que son passage chez lui soit plus agréable. Point. Alors, on a Stéphane en ligne qui nous appelle de Poitiers. Stéphane qui est chef d'entreprise, mais qui a été pompiste. Bonjour Stéphane. Bonjour. Stéphane, c'était sympa d'être pompiste? Bonjour. Dans fin des années 80, c'était sympa. Mais c'est dur comme boulot. Pourquoi c'est dur, Stéphane? Moi j'étais pompiste, alors je vais faire de la pub, mais j'étais pompiste au Relais du Sceau sur la 10, à côté de Poitiers, et en fin des années 80, et pour financer mes études, et dans le sens Bordeaux-Paris. L'été c'est très dur, vous êtes sur le bitume toute la journée, un peu à l'ombre, c'est protégé, mais vous avez les émanations, vous avez les gens que vous servez, vous avez de l'argent sur vous tout le temps. Alors à l'époque il y a beaucoup d'espèces, il y a moins de cartes bleues, il y a quand même beaucoup d'espèces. Et l'hiver c'est l'inverse, hein. L'hiver il fait très froid, vous prenez le vent, c'est pas un métier trop simple non plus. Alors je pense que moi sincèrement, hein, pour un job d'étudiant c'est bien. L'été, ça va délester peut-être les aires d'autoroute, des stations-service, ça va peut-être aider les gens. Mais voilà, pour l'été, quoi. Parce que le reste de l'année, je vois pas l'intérêt d'avoir des pompistes. Vous allez dans les stations où vous servez, les massales, l'argument du massal, l'argument du je sais pas mettre ma carte bleue dans le trou de la fente de la station où il y a la pompe. Voilà, tout ça, pour moi, c'est du pipeau. Et puis, allez trouver des gens qui, toute l'année, vont vouloir être à 1300 balles net par mois. Parce que bien sûr, la CSG-RDS est passée par là et vous a pompé 20% de votre salaire brut. Déjà, vous trouvez personne pour venir bosser dans le bâtiment. C'est ça. Et personne pour bosser, par exemple, pour être serveur, alors que c'est beaucoup plus payé. Donc effectivement, on se dit que pour 1300 € net, effectivement, ça va pas se bousculer au portillon pour faire ce métier. Merci beaucoup, Stéphane. Juste, j'ai une autre passion quand même dans les stations-service, sachez-le, c'est de rester dans ma voiture dans les stations de lavage. C'est interdit, mais ça, c'est extraordinaire. Voilà, et ça, c'est ma deuxième passion, et je suis sûre qu'il y a plein de gens qui la partagent. Retour du métier de pompiste, est-ce une bonne ou une mauvaise nouvelle, Rémi? Ça va vous ravir, je sais, c'est 78% de ceux qui sont prononcés sur les réseaux sociaux qui sont ravis du retour des pompistes. Voilà, et il faut faire revenir les ouvreuses également dans les cinémas. Je vais lancer une pétition. Dans un instant, puisque nous sommes au salon de la rénovation, Anthony Morel va nous parler de maisons révolutionnaires. Ce sont des maisons à énergie positive qui fournissent plus d'énergie qu'elles n'en consomment. A tout de suite sur RMC dans Estelle Midi. RMC, midi 15h. Estelle Midi. Juste avant l'été, Quentin de Poitiers a remporté 24 000 € en jouant dans Estelle Midi. Et une nouvelle fois, c'est une très belle rentrée d'argent qu'on vous offre jusqu'à fin 2023. 4 000 € par mois pendant 4 mois. On vous offre donc la somme de 16 000 €. Et pour jouer, vous envoyez rentrée par SMS au 732-16. Vous avez 5 minutes pour vous inscrire. Bonne chance. Quand on pense qu'il y a des gens qui arrivent aux urgences sans pouvoir indiquer leur vaccination, leurs allergies, leurs antécédents. RMC, midi 15h. Estelle Midi. Estelle Denis. On est de retour au salon de la rénovation, le Réno Days, porte de Versailles à Paris. On parle rénovation des bâtiments avec Anthony Morel dont on n'arrête pas le progrès. On parle des maisons à énergie positive. RMC, Estelle Midi. On n'arrête pas le progrès.
Et oui, c'était le jour ou jamais, Anthony, puisque bien sûr, on est au salon de la rénovation. Vous nous parlez de maisons et d'immeubles qui produisent plus d'électricité qu'ils n'en consomment. Ça existe déjà, mais ça, c'est véritablement le Graal. C'est-à-dire que dans quelques années, a priori, il n'y aura plus que ça. On espère en tout cas, parce que c'est encore rare aujourd'hui, mais il y a énormément d'innovations qui sont en train d'arriver sur le marché. Là, je vais vous parler de 2 ou 3 innovations très concrètes. La première, c'est une technologie, un béton, qui est capable de transformer votre maison ou votre immeuble en batterie électrique géante. C'est-à-dire que votre maison, les murs, les fondations vont pouvoir stocker l'énergie produite par la maison, produite par des panneaux solaires. Il y en a de plus en plus. Donc c'est génial parce que les panneaux solaires, le problème c'est quoi? C'est quand il n'y a pas de soleil. C'est que c'est moche. C'est que c'est moche, hein? Oui, déjà, c'est vrai, vous avez raison. Premier problème, c'est moche. Deuxième problème, quand il n'y a pas de soleil, ça fonctionne beaucoup moins bien. Oui. Donc là, le principe, c'est que quand il y a beaucoup de soleil, l'énergie, elle est stockée dans les murs et dans les fondations. Et quand il n'y a plus de soleil, on s'en sert pour alimenter tous les appareils électriques de la maison et pour chauffer. Et ça marche vraiment, ça? Alors ça marche de manière expérimentale. C'est le MIT, prestigieuse université américaine, qui a mis au point ce super béton en utilisant du ciment, mais aussi d'autres types de composants, du noir de carbone notamment, qui est un élément qui est ultra conducteur et plein d'autres choses. Et à partir de ça, on arrive à créer ce béton qui permettrait potentiellement de transformer les maisons en batterie. Et pas seulement les maisons d'ailleurs, puisqu'ils imaginent même qu'on pourrait l'utiliser dans des routes qui deviendraient électriques. Du bitume? Ouais, absolument. Et qui pourraient recharger les voitures carrément. Donc on peut imaginer beaucoup de choses à partir de ce béton conducteur qui devrait arriver sur le marché d'ici quelques années. Il faut voir comment on peut industrialiser tout ça, combien ça coûtera. Enfin voilà, il y a quand même des questions et des barrières qui vont se poser. Mais avant ça, l'idéal, est-ce que ce serait pas d'améliorer les panneaux solaires? Parce qu'on voit, ça marche pas des masses, quoi. Alors vous avez raison, et surtout, vous l'avez dit, c'est pas très beau. Première solution pour lutter contre ce sujet esthétique, c'est d'avoir des panneaux photovoltaïques transparents qu'on pourrait intégrer directement dans des vitres, dans des fenêtres. Ah oui. Ouais, alors ça existe déjà, ça commence à arriver. C'est moins efficace que les panneaux qu'on a sur les toits, mais l'avantage, c'est qu'on peut augmenter la surface avec laquelle on va produire de l'électricité. Vous imaginez un gratte-ciel ou un grand bâtiment, un grand immeuble où toutes les vitres sont en fait sont des panneaux solaires. Là, on va pouvoir évidemment produire beaucoup d'électricité. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose pour améliorer ces panneaux solaires, c'est d'avoir des panneaux, ce qu'on pourrait appeler des panneaux 2 en 1. C'est-à-dire des panneaux qui produisent de l'électricité, ça c'est la première chose, mais qui vont aussi récupérer la chaleur, parce que ça chauffe beaucoup les panneaux solaires, par exemple pour chauffer la chaudière, l'eau du bain ou de la douche. Ça, c'est une entreprise française qui s'appelle Dualsun qui fait ça. C'est des panneaux 2 en 1 et ça permet de produire beaucoup plus d'électricité avec un même panneau. Là aussi, ça nous amène vers ces bâtiments à énergie positive dont on peut rêver pour dans quelques années. L'idéal étant quand même de limiter notre consommation électrique, et pour ça aussi, les matériaux de construction évoluent. Oui, alors notamment la peinture. On a beaucoup parlé cet été des peintures, vous savez, on s'appelle le cool roofing, les peintures ultra réflectives, très blanches, qui permettent de repousser les rayons du soleil et qui permettent de faire baisser la température dans les bâtiments. Ça fonctionne très très bien. Mais il y a aussi des peintures intérieures qui vont emmagasiner la chaleur pendant la journée, alors notamment l'hiver, et la restituer le soir quand la température commence à baisser dans l'appartement ou dans la maison. Donc en gros, dès que la température dépasse les 23 degrés, elle est emmagasinée dans les murs, si vous voulez, avec cette peinture, et ensuite on peut la restituer et chauffer la maison. Mais je peux choisir ma couleur? Vous pouvez choisir la couleur. Évidemment. Non, mais vous avez raison. Là, vous n'êtes pas obligé d'avoir du blanc comme à l'extérieur pour que ça repousse les rayons du soleil. Non, là, vous choisissez la couleur et ça permet. Alors, c'est un petit surcoût parce que c'est plus cher que la peinture traditionnelle. En revanche, ça peut permettre de faire baisser la facture électrique de 10% à peu près. Donc, c'est quand même pas rien. Merci pour tous ces conseils, Anthony. On peut retrouver bien sûr Anthony Morel en podcast sur l'appli RMC et toutes vos applis de téléchargement et bien sûr rmc.fr. On parle de quoi demain, Anthony? Ce soir, il y a un truc que je crois que vous attendez pas mal. Je suis comme une dingue. Il y a la keynote d'Apple ce soir. Là, c'est les nouveaux iPhones qui vont être encore plus beaux, peut-être encore plus chers. Alors c'est ça la grande question. On va voir. C'est vraiment, il y a un peut-être. Il y a un peut-être. Il y a plus de choses dedans. Oui, on va voir. On débriefera en tout cas. On verra ce qu'il y a comme nouveauté et on s'interrogera aussi sur les alternatives, peut-être un petit peu moins chères et un bon rapport qualité-prix. Non, on ne prend pas l'alternative. Non, ça vous intéresse pas du tout ça. Je vous donne 10 minutes demain. Oh, génial. Merci beaucoup. Anthony Morel, dans un instant, on parle de ces parlementaires de tous horizons qui signent une tribune pour la régularisation des travailleurs en tension, d'accord ou pas d'accord avec eux. Appelez-nous, tiens, justement, si vous avez un restaurant, par exemple, et que vous employez des travailleurs sans papier et que vous êtes en faveur de cette régularisation, ou si au contraire vous êtes contre, on vous attend au 32-16 et sur l'appli RMC. À tout de suite. RMC, midi 15h. Estelle Midi. Juste avant l'été, Quentin de
Poitiers a remporté 24 000 € en jouant dans Estelle Midi. Et une nouvelle fois, c'est une très belle rentrée d'argent qu'on vous offre jusqu'à fin 2023. 4 000 € par mois pendant 4 mois. On vous offre donc la somme de 16 000 €. Et pour jouer, vous envoyez rentrée par SMS au 7 32 16. Vous avez 5 minutes pour vous inscrire. Bonne chance. Versailles, Estelle Denis est en direct avec toute sa bande. RMC, midi 15h. Estelle Midi. Estelle Denis. On est de retour dans Estelle Midi sur RMC Story. On est ensemble jusqu'à 15h avec toute la bande. Aujourd'hui, Rémi Barré avec le journaliste média, mais pas que. Thierry Moreau, la militante associative écologiste Anne-Sophie Saint-Père et le journaliste et écrivain Fred Hermel. On vous attend également au 32-16 pour parler de cette tribune de parlementaires de tous horizons qui veulent la régularisation des travailleurs sans papier dans les secteurs en tension. D'accord ou pas d'accord avec eux? On vous attend au 32-16 et sur l'appli RMC. 13h30. Ce sera le meilleur du jour sur RMC, le zapping. 13h45, RMC s'engage pour vous. On va essayer d'aider une petite agence de voyage qui attend le règlement d'une mairie depuis 9 mois. Et puis à 14h, plus 25% de hausse pour les travaux de rénovation en un an et des aides qui stagnent. L'État doit-il aider les propriétaires qui veulent faire des travaux énergétiques dans leur logement? On est au salon Renaudez, porte de Versailles. Il y aura plein d'experts avec nous. Vous pouvez d'ores et déjà leur poser vos questions au 32-16 et sur l'appli RMC. 14h30, Vincent Siroussi, notre humoriste pour Siroussi n'a pas tout compris. Et on terminera avec les immanquables, Rémi. On parlera notamment de cette promesse faite par le ministre de l'Éducation nationale. Un prof devant chaque classe pour la rentrée. On n'y est pas encore. Et des places de foot à gagner. Oui, le mardi 19 septembre, le PSG va affronter Dortmund. Ce sera le premier match de la Ligue des Champions pour le Paris Saint-Germain. Nous vous proposons de vivre l'expérience RMC. Vous allez assister à Rotten sans flamme depuis les studios RMC. Ensuite, évidemment, vivre le match au Parc des Princes avec Thibaut Giangrande de l'After Foot et la personne de votre choix. Et puis ensuite, assister au débrief du match dans l'After Foot dans les studios d'RMC. Dès que vous entendrez, ou qu'on vous donnera plutôt le top inscription qui peut tomber à n'importe quel moment au cours de la journée, eh bien vous aurez 90 secondes pour envoyer PSG par SMS au 7 32 16, PSG par SMS au 7 32 16. Là, on peut y aller. RMC, Estelle Midi. 13h05 sur RMC, on va poursuivre Estelle Midi avec la tribune du jour et c'est celle de 35 parlementaires de tous bords, macronistes, écolos, communistes et centristes qui demandent la régularisation des travailleurs sans papier dans les secteurs en tension. Des parlementaires, Rémi, qui font 3 propositions. Ouais, et preuve que le sujet dépasse les clivages traditionnels, tu l'as dit, ils viennent de nombreux horizons, depuis Europe Écologie Les Verts jusqu'au Modem, jusqu'au parti présidentiel, car selon ces parlementaires, ces travailleurs sans papier contribuent à l'économie et à la vie sociale de notre pays. Sans eux, des pans entiers de notre pays ne pourraient pas fonctionner. Parmi les métiers cités, ceux en manque de bras, le BTP, l'hôtellerie, restauration, la propreté, notamment la manutention aussi, l'aide à la personne. D'après le ministre du Travail, Olivier Dussopt, interrogé sur le sujet en juin dernier, dans certains secteurs, dans certains métiers, comme commis de cuisine par exemple ou femme de ménage, il y a 25% de travailleurs étrangers non communautaires. D'après les signataires de la tribune, donc, la précarisation des travailleurs sans papier est le résultat d'une hypocrisie collective. Ne pas les autoriser légalement à travailler, mais continuer à solliciter leur concours, c'est ça l'hypocrisie. Ils réclament donc de fixer un délai maximal à l'administration pour accorder à ces sans-papiers un rendez-vous en préfecture pour déterminer s'ils ont le droit ou pas de rester en France et de rétablir le droit au travail pour les demandeurs d'asile. Parce qu'il faut savoir qu'à l'heure actuelle, lorsque vous êtes demandeur d'asile, eh bien, on vous impose 6 mois d'attente avant de pouvoir demander une autorisation de travail. Alors, faut-il régulariser les travailleurs sans papier dans les secteurs en tension? Fred Hermel. Il n'est pas normal que quelqu'un qui travaille, qui paye des impôts, parce que c'est le cas, qui paye les charges sociales, c'est-à-dire qu'il contribue à la richesse de notre pays, n'ait pas le droit des papiers. Voilà, enfin c'est au-delà d'une question de l'humanité qui doit compter aussi, c'est une question de logique en fait. Tu cotises, tu payes des impôts, tu travailles, le minimum c'est qu'on te donne des papiers. Parce que dans la plupart des cas, ils ont des papiers réels, parce que quand ils ont une fiche de paie, ils ont des papiers. Voilà. Donc c'est normal de les faire exister, pour une raison très simple. C'est-à-dire que quelqu'un
qui cotise. Après, s'il n'a pas de papier, il ne peut pas être au chômage, il ne bénéficie pas de l'assurance maladie, etc. C'est pas normal parce qu'il a payé pour ça, il a travaillé, il a payé, il a cotisé, il a participé au bien collectif. Donc moi, ça me paraît tout à fait normal de donner des papiers à ces personnes. Ensuite, il faut mettre des bornes. C'est-à-dire, il faut, à partir du moment où on régularise des gens, c'est pas quelqu'un qui travaille simplement depuis 2 mois. Il faut un certain nombre d'années, peut-être. Il faut des règles très claires. Il ne faut pas non plus que ça ait l'air d'une régularisation sans condition qui pourrait provoquer, comme je l'ai connu en Espagne il y a une vingtaine d'années, un appel d'air et là un afflux. Mais si c'est un appel d'air de gens qui veulent bosser dans des secteurs en tension, mais il faut bien que ce soit clair. Voilà, il n'y a pas de problème, parce que c'est des secteurs qui aujourd'hui n'arrivent pas à recruter. Mais ce sont souvent des appels d'air, après de dire, allez, en France on rase gratis en gros. Voilà, il ne faudrait pas que ça soit ça. Ça s'est passé en Espagne, je l'ai vécu quand j'y étais. Donc oui, pour les gens qui travaillent, qui cotisent, etc., ça me paraît tout à fait normal, mais avec suffisamment de bornes pour pas que ça ait l'air que la France est le pays où tout le monde peut entrer et avoir des papiers gratuitement. Ce serait logique pour vous, Anne-Sophie Saint-Père, effectivement, de régulariser les travailleurs sans papier qui travaillent, donc dont les enfants sont à l'école, qui payent des impôts. Ah oui, c'est non seulement logique, mais indispensable. Déjà parce qu'ils travaillent en France, donc s'ils sont dans une situation régulière, il y a un risque de dumping social, donc de non-respect du droit du travail, des conditions de sécurité. Ils travaillent, ils cotisent, leurs enfants vont à l'école, des logements insalubres, ils consomment. C'est terrible de vivre en situation irrégulière. C'est-à-dire qu'on a peur des contrôles, à tout moment on peut se faire expulser ou avoir une OQTF. Donc bien sûr qu'il faut régulariser. Je tiens à rassurer Fred sur l'appel d'air à la France. C'est pas très attractif pour les migrants, moi qui travaille pas mal sur le sujet. Ils ont plutôt envie d'aller en Allemagne ou au Royaume-Uni. Non, vraiment pas. C'est pas un pays attractif parce que au niveau de la langue, alors pour certains pays oui, mais pas plus que ça. Non, l'Allemagne est beaucoup plus demandée, la Suède, le Royaume-Uni. Donc voilà, faut arrêter de penser qu'il y a des hordes de personnes qui vont venir. En revanche, on a besoin de main-d'œuvre dans plein de secteurs. Et on parlait de l'hypocrisie. Il y a eu un article intéressant dans Le Monde sur tous les cantines du pouvoir, donc les restaurants où les parlementaires se rencontrent, y compris des parlementaires très de droite, et qui travaillent dans les cuisines de ces cantines, ce sont des travailleurs étrangers. Oui. Donc il faut absolument leur accorder un statut, c'est indispensable et il faut le faire vite. Est-ce que le problème aussi, finalement, Thierry, c'est que les entreprises des secteurs en tension dans lesquels il y a des travailleurs sans papier sont les secteurs qui payent le moins? Et que finalement, si ces secteurs payaient plus, offraient de meilleures conditions de travail, il n'y aurait pas besoin d'embaucher des travailleurs sans papier, puisque les Français voudraient faire ces boulots. Oui, mais rappelez-vous que 90 ou 95% de notre tissu économique, ce sont des PME qui ne pourraient peut-être pas payer plus cher. Donc effectivement, je pense qu'on ne pourra pas faire autrement que de régulariser ces gens qui sont là depuis 10, 15 ans pour certains, qui travaillent. Moi, je vais vous dire, il y a une quinzaine d'années, ma femme, mon épouse et moi, on travaillait. On a essayé d'embaucher quelqu'un pour s'occuper des enfants et de la maison. À l'époque, c'était une personne sans papier. Et donc j'ai dit c'est pas question. Donc on l'a accompagnée pour qu'elle ait des papiers. Mais pour qu'elle ait des papiers, il fallait que je lui donne un contrat. Donc je lui ai fait un contrat. L'administration m'a dit attention, vous mettez dans votre illégalité, mais comme c'est pour obtenir des papiers, normalement vous ne risquez rien, mais sur le papier théoriquement vous risquez quelque chose. On l'a accompagnée, ça a duré des mois, y compris dans les démarches, faire la queue, la file d'attente auprès des différents organismes. Aujourd'hui elle a ses papiers, tout va bien, et elle était là depuis 15 ans déjà en France. Et elle avait peur dans les transports en commun de se faire renvoyer chez elle. Donc évidemment, et puis alors, première chose, personne aujourd'hui ne peut nier qu'on sera obligé à un moment ou à un autre de régulariser ces gens parce que ce sera indispensable. Encore une fois, ils payent des impôts. Et la deuxième chose, ceux qui vous disent on va renvoyer chez eux tous ceux qui sont de manière illégale en France pour que des Français puissent prendre de ces postes de travail, c'est une fumisterie absolue. Aucun gouvernement ne renverra massivement des gens qui sont là depuis 10 ou 15 ans. Personne ne fera ça. Non, mais ça c'est sûr. Au-delà du discours politique. Mais encore faut-il qu'ils travaillent, parce qu'il y a immigration. Il n'empêche pas qu'il doit y avoir un versant très ferme sur ceux qui veulent venir dans notre pays aujourd'hui. Effectivement, il y a des demandes de droit d'asile. Il faut que les demandes de droit d'asile soient examinées rapidement. Ne soient pas détournées. Et en ce qui concerne les gens qui viennent pour travailler, il faut que ce soit une immigration choisie sur des secteurs particuliers en tension, sur lesquels on a besoin de main-d'œuvre, comme on a eu besoin dans les années 60 dans les usines automobiles, comme on a eu besoin à certaines périodes. Là, on a besoin et on fait venir ceux dont on a besoin. Point. Et c'est plutôt bien dans cette tribune, effectivement, d'avoir le choix pour les demandeurs d'asile de pouvoir travailler. Parce qu'aujourd'hui, on avait fait pas mal de sujets dans cette émission, mais il y a des communes, par exemple, qui accueillent des demandeurs d'asile, mais en fait,
ils peuvent rien faire parce qu'ils n'ont pas le droit de travailler légalement. Donc c'est hallucinant parce que dans ces demandeurs d'asile, vous avez des médecins, vous avez effectivement des gens du bâtiment, vous avez de tout en fait, des profs, et il y a des gens qui parlent très bien français. Donc à un moment, ne pas les laisser bosser. Alors qu'il serait utile à notre tissu économique. Oui, ça paraît totalement contre-productif. S'il faut une demande de droit d'asile, ça veut dire qu'ils ont envie de venir chez nous pour longtemps, parce qu'ils trouvent que notre pays est accueillant sur le plan politique et démocratique. Ils ont un savoir-faire. Ils ont un savoir-faire. Mais ça, logiquement, ça va évoluer, parce qu'on est quand même très proche on est à quoi, 7% de chômeurs, on va vers les 5%, donc vers le plein emploi. Donc naturellement, ça, on va pas pouvoir dire ils viennent prendre le travail des Français, puisque voilà, les Français ont du travail, puisqu'il y a moins de chômeurs. Donc là, c'est le sens de l'histoire, ça va se faire. Et surtout, et moi, j'applaudis Thierry qui parle d'immigration choisie, qui avait l'air d'être un gros mot il y a quelques mois. Aujourd'hui, on a le droit de dire on peut choisir les gens, la qualification des gens pour travailler dans des secteurs dont on a besoin. Tu choisis des gens qui travaillent, mais après, en fait, tu choisis pas. Tu dis pas, toi, t'es médecin, non, on n'en veut pas. Toi, t'es ingénieur, mais on en a besoin. Là, c'est dans les secteurs. Dans les secteurs, on a besoin. Mais comme aujourd'hui, quasiment tous les secteurs sont en tension, on a besoin de tout le monde. Et c'était la demande de droit d'asile qui est évidemment un tout autre motif de venue dans notre pays. Il faut bien distinguer les deux choses. Évidemment, mais le fait que les demandeurs d'asile puissent bosser, tout à fait. Ça paraît être d'une logique implacable. Mais peut-être pas pour notre invité, qui est Franck Alizio, qui est député des Bouches-du-Rhône et porte-parole du RN à l'Assemblée nationale. Bonjour Franck Alizio. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors le RN fait partie des seuls partis qui n'ont pas voulu signer cette tribune. Pour quelle raison? Parce qu'elle est contraire à tout ce que l'on pense et tout ce que l'on défend et tout ce que pense une large majorité de Français. Parce qu'on parle j'ai entendu parler sur votre plateau d'immigration choisie. Bon, immigration choisie n'a jamais été un gros mot, y compris pour nous, vous voyez. Mais le problème, c'est l'immigration subie. C'est l'immigration subie qui est un gros mot dans ce pays, dont on ne parle jamais. Mais c'est pas de cette immigration dont on parle, là, Franck Alizio. On parle de travailleurs sans papier qui travaillent, donc. Le problème, c'est que l'immigration du travail et l'immigration du travail, donc, qui viennent pour travailler en France, c'est 10% de l'immigration. Donc, on résout d'abord les 90% de problèmes, c'est-à-dire l'immigration subie, et après, on parlera immigration du travail. C'est-à-dire, on ne peut pas aller parler d'une nouvelle filière en réalité de régularisation des clandestins, alors qu'on a 500 000 immigrés légaux qui entrent chaque année. Donc, tant qu'on n'aura pas stoppé, mis un terme, suspendu le regroupement familial, qui est complètement détourné, le système de droit d'asile, qui est complètement détourné, le système de mineurs isolés, qui est complètement détourné, et qui aboutit à 500 000 chaque année. Et oui, mais c'est ça. Enfin, si vous ne résolvez pas. Mais là, en fait. Oui, mais cette tribune, Franck Alizio, et franchement, elle concerne les députés de quasiment tous les bords, sauf vous et les LR. Cette tribune, en fait, ce qu'elle veut, c'est régulariser les travailleurs sans papier. Donc des gens qui, a fortiori, sont déjà en France et qui travaillent. Pas ceux qui viennent en France pour travailler, ceux qui sont là aujourd'hui, qui sont déjà là et qui, de toute façon, ne partiront pas du pays. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà fait leur vie ici. Quand Thierry Moreau parle de sa femme de ménage, qui en fait était déjà en France depuis 15 ans et qui l'a régularisée, elle était déjà en France depuis 15 ans. Donc avec ou sans papier, elle resterait en France. Mais avec des papiers, ça lui permettrait d'être sécurisée et ça permettrait aussi à certains secteurs de notre pays de pouvoir aussi travailler de manière légale. Et je pense notamment à tous les restaurateurs qui nous appellent et qui malheureusement ne trouvent plus de main d'œuvre, Franck Alizio. Alors, petit 1, vous avez une vision particulière de l'échiquier politique. Non, c'est une tribune de gauche avec des communistes, des socialistes. Je savais pas si Emmanuel Macron est à gauche alors qu'on l'accuse d'être à droite depuis 5 ans, moi je veux bien, mais... Si je peux pas placer quelque chose, c'est NUPES plus l'aile gauche, les macronistes de gauche. Donc c'est la gauche. C'est la gauche. Monsieur Sacha Houlié est un socialiste. Il a rejoint Renaissance, c'est un socialiste. Donc c'est une tribune de gens de gauche, bien à gauche. Bon, déjà, précision. Il y a à peu près, par définition, on ne peut pas les évaluer précisément, mais il y a à peu près 800 000 à 1 million de clandestins en France. On ne va pas régulariser 1 million de clandestins en France. C'est une folie. Il y a 2 fois plus de chômeurs dans la population immigrée qu'en France. Mais ils travaillent. Ils sont rentrés illégalement dans le territoire. Donc vous légalisez l'immigration clandestine. Un clandestin est hors la loi, madame. C'est comme ça. C'est pas. Mais il paye des impôts, Franck Alizio.
Ils payent des impôts, ces enfants sont à l'école, ils consomment, donc ils payent 20% de TVA comme vous et moi. Mais ça n'empêche pas d'être dans l'illégalité, vous savez. Enfin, il y a plein de gens qui sont en illégalité, qui payent et qui payent. Ok, qu'est-ce qu'on fait pour les restaurateurs qui nous appellent? D'accord, qu'est-ce qu'on fait pour les restaurateurs qui nous appellent chaque jour dans Estelle Midi et qui disent on ne trouve pas aujourd'hui de Français qui veulent travailler et les salaires ne sont pas... je veux dire, parfois, on a eu des restaurateurs qui payaient 2003, 2500 euros pour 35 heures voilà, et qui ne trouvent personne. Ils font comment? Ils mettent la clé sous la porte? Alors déjà, il y a beaucoup de raisons qui fera mettre la clé sur la porte des restaurateurs avant la pénurie de main-d'œuvre, notamment les impôts records qu'ils paient. Donc déjà, on remet à plat la formation professionnelle dans notre pays, qui fait qu'aujourd'hui l'apprentissage est un gros mot, que se former à des métiers, à des métiers manuels, à des métiers manuels, à toutes sortes de métiers, c'est pas possible. Et donc on oriente de façon désastreuse nos jeunes. Deuxièmement, on augmente les salaires parce que bon, là vous me citez des exemples. C'est pas la norme, hein. C'est pas la norme. 2500 euros c'est pas non plus la norme. Et puis, on rend on fait en sorte que le travail paie à nouveau. Et donc, il faut aussi donner un peu d'oxygène aux salariés et donc baisser les impôts. Si le travail rapporte, si le travail paie à nouveau dans notre pays, vous verrez que les gens travailleront plus facilement et que ces emplois seront pourvus. Je vous rappelle que dans notre pays, il y a 5 millions de chômeurs à temps plein, c'est-à-dire chômeurs complets, ou à temps partiel. Bon, nous avons le double de chômage chez nos voisins. Donc c'est 5 millions de chômeurs. Il y a bien un bug. Hein. Si d'un côté il y a une pénurie, et c'est pas faux, mais d'un côté il y a une pénurie d'emplois, et de l'autre côté vous avez 5 millions de chômeurs. Il y a un bug. Ce bug, c'est notamment la formation. Ce bug, c'est notamment le fait que le travail ne fait plus dans notre pays. Voilà. C'est ça la réponse au problème des restaurateurs et à tous ceux qui disent chercher des employés. Merci beaucoup Franck Alizio, on a compris en tout cas pourquoi vous ne vouliez pas signer cette tribune, mais enfin c'est pas antinomique avec le fait d'augmenter les salaires, où ça tout le monde est à peu près d'accord, et mieux former nos jeunes, je pense que tout le monde est d'accord, et qu'effectivement les orienter peut-être plutôt sur des métiers manuels, ce serait certainement bien pour certains qui s'embarquent dans des études longues et qui manifestement ne sont pas faits pour. Oui Rémi Barré. J'ai vérifié, tu as raison, le salaire moyen pour un employé de restauration, c'est la base, c'est pas péjoratif quand je dis c'est la base, mais même pour un débutant, c'est aujourd'hui 2281 € brut. Et on sait qu'on a eu de très nombreux restaurateurs qui nous appelaient, qui nous disaient qu'ils recrutaient même sans diplôme, même sans expérience. Aujourd'hui, on en est là, on est prêt à former et ils ne trouvent personne. Et l'apprentissage explose aussi. Ça, c'est un truc, monsieur Alizio n'a pas l'air d'être au courant, mais ça explose en ce moment. Ça tant mieux. Il y a aussi beaucoup d'élèves qui ont fait une formation longue et qui se replient aujourd'hui vers des CAP. Et l'alternance, ça marche très bien. Bah, bien sûr. De plus en plus, l'alternance, c'est devenu presque naturel aujourd'hui pour beaucoup d'étudiants de faire une alternance après le bac. Il faut arrêter avec le tout bac qui sert à rien. On ne peut pas nier qu'aujourd'hui, dans les métiers en tension, et ils sont de plus en plus nombreux, il y a un vrai manque de main-d'œuvre et que quelles que soient les offres qui sont proposées, quelles que soient les formations exigées, les restaurateurs ne trouvent pas. Et cet été en Corse, par exemple, il y a des travailleurs de l'île Maurice qui ont été amenés par des restaurateurs totalement légalement, ils étaient déclarés, etc., avec un contrat de travail, mais ils étaient obligés parce qu'ils n'avaient personne. On est avec Zora qui nous appelle de Paris, qui est assistante maternelle et qui voulait nous parler de la situation de son frère. Bonjour Zora. Bonjour. Alors, bonjour. Racontez-nous votre situation, Zora. En fait, moi j'ai un frère que ça fait pratiquement 2 ans qu'il rentre dans sa 11e année ici en France. Donc il est venu par visa normal et après il s'est pris, donc il est resté là. Et après, comme on est 2 sœurs déjà ici de nationalité française, donc on voulait lui faire ses papiers par le billet privé en fait. Donc ça n'a pas marché, donc je comprends. Et après, donc il a trouvé du travail, ça veut dire des contrats en CDI carrément, contrats à durée indéterminée. Et depuis dans quel secteur, Zora? BTP. Le BTP, très bien, ça tombe bien. Exactement. Donc avec un patron qui le prend, avec déclaration à l'URSSAF, bulletin de salaire à l'appui. Donc on se présente à la préfecture pour faire les démarches, comme ils disent par rapport à le circulaire de Manuel Valls. Donc refusé la première fois. Donc on attend après 1 an à peu près pour faire encore une deuxième démarche avec des rendez-vous, c'est-à-dire très 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 longtemps.
On a refait, comme j'ai tenu, quand même, on a tenu bon pour encore refaire avec des bulletins de salaire et tout ça. Et malgré tout ça, c'est refusé à la préfecture de police au moins 3 fois. Après, on a été obligé d'aller. Ça fait 12 ans qu'il est en France et il travaille et il a un CDI. Il a des bulletins de salaire, un CDI, donc tous les papiers nécessaires qui demandent la préfecture de police. Mais malgré ça, refus sur refus sur refus sur refus. Et après, on était alors ça, obligé. Malheureusement, Zora, ça ne concerne pas que votre frère et je sais qu'on va en parler très bientôt dans RMC s'engage avec vous parce que apparemment les délais pour obtenir un rendez-vous aujourd'hui dans les préfectures pour avoir des papiers sont extraordinairement longs. Moi, j'ai eu un appel de Fatima Bedomar, notre ancienne chroniqueuse, qui est dans cette situation et voilà, on va essayer vraiment de faire un gros dossier bientôt parce qu'effectivement, c'est pas normal de travailler en France depuis 10 ans et de pas pouvoir avoir des papiers, ne serait-ce qu'un permis de séjour. Voilà, c'est absolument fou. Merci beaucoup Zora d'avoir été avec nous. Franck nous appelle du Muy dans le Var et il est hôtelier restaurateur. Bonjour Franck. Oui, bonjour Estelle, bonjour toute l'équipe. Et merci beaucoup d'être avec nous Franck. Est-ce que vous avez déjà dans votre carrière, Franck, employé des travailleurs sans papier ou pas du tout? Oui, alors il y a 2 choses. La première déjà, je voudrais dire, Estelle, il faut arrêter de stigmatiser les restaurateurs. Qu'on est à la recherche de main-d'œuvre pas chère, qui sont pas régularisées, etc. C'est faux. Moi, je suis pas dans cet objectif-là et tous mes confrères qui sont ici, alors peut-être ça se passe à Paris comme ça, mais ici dans le sud ça se passe pas comme ça. Nous avons eu effectivement une Ukrainienne qui est venue. Effectivement, tout au début de la guerre, mais bon, avec un statut particulier, donc elle avait bien le droit de travailler. Bon, elle parlait pas du tout le français, donc j'avoue que c'est parfois aussi un petit peu compliqué. Donc, mais voilà, il faut arrêter de stigmatiser tout le temps. On dit que c'est les restaurateurs, les hôteliers qui cherchent comme ça. Le BTP, mais non, mais le BTP, oui, par exemple, bien sûr. Maintenant, mais depuis le début, vous montrez que des images de bars, de bistrots, de pubs. Non, je vois pas un Soudanais travailler dans un pub, machin. Vous voyez, c'est un petit peu cette stigmatisation de l'hôtelier restaurateur qui, lui, veut embaucher la main-d'œuvre pas chère. Et puis. Mais alors, attendez, Franck, c'est pas du tout ce qu'on dit. Non, nous, ce qu'on dit, et je veux dire, on en a beaucoup dans l'émission. On a également Stéphane. On a également Stéphane Madigold qui possède 8 restaurants et qui est dans les grandes gueules. Il parle de la pénurie de main d'œuvre, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à trouver de main d'œuvre. C'est pas l'idée de payer moins cher sa main d'œuvre, c'est pas l'idée d'exploiter une personne immigrée, pas du tout. C'est juste que les restaurateurs nous disent voilà, aujourd'hui on ne trouve plus de personnel et ça s'est vu notamment également dans les jobs d'été parce qu'il y a moins de gens qui veulent faire ce métier. Il y a beaucoup de restaurants qui ont été obligés de fermer et parfois ils sont obligés de se tourner vers des sans-papiers, mais pas pour les payer moins cher. Tout simplement parce qu'ils n'arrivent pas à trouver d'autres gens qui veulent faire ce métier. L'idée, c'est pas d'avoir des sans-papiers pour les sous-payer, Franck, pas du tout. Et c'est pas de stigmatiser du tout les restaurateurs. C'est de dire qu'effectivement, dans certains métiers en tension comme le vôtre, ça pourrait aider. Oui, non. Là, peut-être c'est à Paris comme ça, hein, mais la France n'est pas uniquement Paris. Il y a des provinces, il y a des régions. Moi, je connais aucun restaurateur qui était. Moi, par exemple, j'avais 5 saisonnières. Elles sont venues, c'est des étudiantes qui ont envie de travailler, de faire 4 sous pour pouvoir se payer leurs études. Et voilà, donc alors on vit pas dans le même pays, je comprends pas, c'est toujours les restaurateurs avec des images de pubs, de restaurants. Vous voyez, c'est à ce niveau-là que ça me dérange un peu, quoi, en tant que représentant de ce métier. Je suis pas responsable des images qui passent dans l'émission, mais je veux dire, voilà, on le dira aux équipes qui fabriquent l'émission de mettre d'autres images que des restaurants pour vous faire plaisir, Franck, si vous voulez. Ah, on a perdu Franck. Bon, bah écoutez, on changera les images dans l'émission, mais c'est vrai que parmi les restaurateurs qui nous appellent, et Franck est peut-être une exception, mais il y a énormément de restaurateurs qui sont en province et c'est pas qu'à Paris. Oui, Anne-Sophie Saint-Père. Moi, je voulais rebondir sur ce qui était dit avant sur la lourdeur administrative quand on travaille et qu'on essaye de se faire régulariser. Et c'est quand même hallucinant. Alors, je n'ai pas les mêmes chiffres que le député du Rassemblement national. C'est toujours difficile à calculer, mais on est plutôt autour de 400 000 travailleurs en situation irrégulière en France. C'est moins de. Il
il y a 1 million d'étrangers. C'est moins de 1% de la population française. Et pour ça, on va mobiliser les services de l'État, des fonctionnaires, des heures de rendez-vous, de paperasse, etc. Alors que ce sont des gens qui travaillent et qui veulent simplement pouvoir travailler tranquillement. Et en fait, si on pense vraiment à l'intérêt des Français, c'est pas dans leur intérêt que les services publics perdent autant de temps à faire ce type de paperasse pour des gens qui sont intégrés et qui travaillent. Là, on est vraiment dans une idéologie purement xénophobe de ne pas vouloir que ces gens travaillent. Alors, je vais te dire, simplement, la lourdeur de l'administration française, ça marche pour tout, parce que essaye de refaire ton passeport, ça prend des mois aussi. Mais ça, on pourrait le supprimer, et je pense que refaire un passeport, c'est vraiment pas la même chose qu'un titre de séjour. Non, mais je veux dire, c'est que le millefeuille administratif français est terrible, mais pour tout, pas simplement pour les sans-papiers qui veulent se faire régulariser. Mais là, on pourrait s'en passer, et refuser de s'en passer, ça relève vraiment de l'idéologie xénophobe. Ce sont des gens qui travaillent. Enfin, il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Il n'y a aucune raison, et c'est pas vraiment une mesure de gauche, parce que les patrons qui sont plutôt de droite le veulent encore. Ah non, ils le veulent plus. Alors, doit-on régulariser les travailleurs sans papier dans les métiers sous tension? Rémi Barré, ça donne quoi notre sondage? Pardon, c'est le non qui l'emporte de manière assez massive. 76% de ceux qui sont prononcés sur nos réseaux sociaux, ils sont opposés. Ah oui, donc c'est un nom extrêmement massif qui contraste avec ce que vient de dire le plateau. Dans un instant, le zapping, le meilleur des RMC. On se posera plusieurs questions. Faut-il annuler ces vacances au Maroc après le tremblement de terre? Est-ce qu'on y va pour aider ou est-ce qu'on annule? On parlera également du drame qui s'est produit dans un EHPAD à Grasse avec le suicide d'une pensionnaire de 80 ans. Est-ce qu'on est en train d'abandonner nos aînés? Et puis le code de la route va-t-il devenir trop facile? Eh oui, transformation du code de la route. À tout de suite sur RMC. RMC, midi 15h. Juste avant l'été, Quentin de Poitiers a remporté 24 000 € en jouant dans Estelle Midi. Et une nouvelle fois, c'est une très belle rentrée d'argent qu'on vous offre jusqu'à fin 2023. 4 000 € par mois pendant 4 mois. On vous offre donc la somme de 16 000 €. Et pour jouer, vous envoyez rentrée par SMS au 732-16. Vous avez 5 minutes pour vous inscrire. Bonne chance. KFC présente poulet croustillant, comté AOP, oignon caramélisé. RMC, midi 15h. Estelle Midi. Estelle Denis. 13h34 sur RMC Story. Vous êtes dans Estelle Midi en direct du salon de la Réno, porte de Versailles, avec Rémi Barré, Thierry Moreau, Anne-Sophie Saint-Père et Fred Hermel. Et tout de suite, c'est l'heure du zapping, le meilleur des RMC. C'est parti. RMC, Estelle Midi. Le zapping RMC. Le zapping RMC, et on va commencer tout de suite avec Apolline Matin, ce matin sur RMC. Faut-il annuler ses vacances au Maroc malgré la situation très précaire suite au terrible séisme survenu vendredi? Le comédien Jamel Debbouze a lancé un appel à soutenir le pays en venant y faire du tourisme, notamment à Marrakech où l'économie est très dépendante de la venue des étrangers. Écoutez le témoignage de Françaises qui hésitent à annuler leur voyage. Est-ce que c'est pas irrespectueux d'arriver en vacances alors que les gens sont en train d'enterrer de la famille? J'ai eu beaucoup de retours disant qu'il était vraiment important de continuer à soutenir le Maroc avec le tourisme. Enfin, la majeure partie des commentaires disent qu'au contraire, les Marocains attendent surtout que nous, touristes, on y aille et qu'on n'annule pas notre voyage parce que c'est ce qui fait vivre l'économie du pays et surtout de Marrakech. Alors, faut-il annuler ses vacances au Maroc ou faut-il continuer à y aller? Anne-Sophie Saint-Père. Moi, je pense que je serais assez mal à l'aise d'y aller. Ça, est-ce que c'est indécent? C'est ça la question. Parce que voilà, il y a des personnes qui sont en plein deuil, parce que ça veut dire que vous êtes à l'hôtel alors qu'il y a des gens qui sont sans abri et qui ont tout perdu. J'entends très bien l'argument économique et la perte économique, mais on pourrait aussi se dire qu'on fait preuve de solidarité internationale pour les soutenir et faire une petite pause sur le tourisme, le temps de reconstruire. Vous êtes d'accord avec ça, Fred? C'est vrai que ça paraît quand même, franchement, un peu indécent. Vous êtes à la terrasse d'un hôtel, il fait beau, vous allez à la piscine, etc. Et à côté de ça, il y a des gens qui se retrouvent sans toit. Enfin, moi, je sais que je serais gênée, franchement. Je pense que je ne suis pas dans la situation d'aller au Maroc. C'est un pays que je visite régulièrement. J'ai beaucoup d'amis là-bas, mais je comprends, la vie doit reprendre. Et les gens doivent gagner leur vie et le pays a besoin de l'argent du tourisme qui était essentiel au Maroc pour pouvoir reconstruire. Donc, si on me disait, j'ai mon billet réservé demain, je me poserais la question. Mais globalement, dans l'idée, oui, il faut y aller parce que c'est la meilleure manière de le soutenir. Après, on peut aussi faire des dons. Oui, mais les gens n'ont pas forcément envie de dons. Ils ont envie de travailler, de reconstruire leur pays. Donc,
Thierry Moreau, si vous aviez un voyage de prévu au Maroc dans une semaine, par exemple, vous annuleriez? Non, je pense pas, parce que d'abord, qu'est-ce que veulent les Marocains? Je pense que c'est ça qu'il faut se poser comme question. Et quand on les écoute, ils ont plutôt tendance à nous dire venez. Il y a plusieurs témoignages qui disent que le souk de Marrakech, par exemple, qui est un endroit hyper touristique, pas très loin des deux places importantes, va rouvrir dans 48 heures. Il y a déjà des hôtels qui ont rouvert. Il y a une partie de la vieille ville, effectivement, qui a été très impactée, ainsi que les zones de l'Atlas très impactées. Si ça peut les aider à ce que parce que ce qui est intéressant quand on fait des dons, on envoie de l'argent, c'est une chose. Mais quand on va sur place faire tourner l'économie, on fait tourner l'économie locale. Bien sûr. C'est-à-dire qu'on remet de l'argent dans la machine marocaine. Et donc je pense que c'est très très bien. Et donc je pense que j'irai. Même peut-être une fois sur place, peut-être j'essaierai de savoir ce qu'on peut faire pour les aider en faisant des dons sur place à des associations, peut-être, plutôt que de siroter tranquillement mon truc au bord de la piscine. Mais c'est ça. Je pense que annuler, c'est pire, en fait. Les GG ce matin sur RMC. Le code de la route va-t-il devenir trop facile? Celui-ci fait peau neuve avec des nouvelles questions plus claires, plus intelligibles et même plus empathiques avec les vélos et les trottinettes. Une réforme qui ne convainc pas le consultant des GG, Antoine Diers. Alors, j'en ai vu une rapidement. En gros, c'est vous avez face à vous une trottinette. Est-ce que cette personne est en danger parce qu'elle n'a pas de carrosserie? Bah oui. C'est complètement basique. Mais oui. Et donc moi je me dis, c'est surtout un moyen pour rendre le code hyper facile. Oui, alors déjà que les gens connaissent pas les panneaux, savent pas qu'il faut rouler à droite sur l'autoroute, savent pas prendre un rond-point. Si maintenant ils doivent répondre, est-ce que la trottinette est fragile? Ouais, bon, ça va aller quoi. On va le donner le code. Là, Est-ce que rendre le code plus facile, c'est vraiment une bonne nouvelle, Fred Hermel? Non, c'est pas une bonne nouvelle. Et puis moi, si j'ai la question, vous avez devant vous une trottinette, il n'y a pas, je l'insulte, non? Ça va pas, non? Non, mais bon, c'était un peu d'humour. Oh. Oui, mais d'accord. On peut pas dire ça. Les Français sont de plus en plus inciviques au volant. Inciviques au volant, mais il n'y a pas plus incivique qu'un vélo ou une trottinette en ville. Il y en a de moins en moins, en tout cas à Paris, parce qu'elles ont disparu, les trottinettes en libre-service. Mais il y a les trottinettes personnelles. Non, enfin, moi, je trouve qu'on ne peut pas en même temps lutter contre la violence routière et faciliter le permis. C'est-à-dire que déjà, sincèrement, moi, j'ai passé le permis en 88. Je pense que j'ai commencé à savoir conduire 1 an ou 2 ans après. Oui. Moi, j'ai raté le code, personnellement. Donc, voilà. Quand même. Bah oui. Tu sais quel est le taux de réussite aujourd'hui au code? 57%. Bah oui. Bah oui, mais alors on va faire comme le bac. Bah c'est pas donné. Heureusement que ce soit pas donné. Moi j'ai connu des crétins qui avaient le code et je me suis dit si eux ils l'ont, je l'aurais sans problème. Parce que tu n'avais pas révisé. J'avais révisé moyennement. Voilà, c'est ça. Mais je le repasserai aujourd'hui. Je suis persuadée que je ne l'aurai pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des panneaux, en vrai, que j'ai appris que je n'ai jamais vus sur la route. Non, mais je suis persuadé que si on passe le permis, la pratique, je pense qu'on y a... la pratique, je pense qu'on a plein de réflexes qui sont condamnés par l'inspecteur. Ça, si on te demande de remplir ton réservoir et que tu fais clic-clic, je suis pas sûr que le clic-clic, c'est la vie. Anne-Sophie Saint-Père, c'est une bonne chose de rendre le code plus facile? Alors moi, j'ai pas vu et d'y associer les mobilités douces. J'ai pas vu le nouveau code. Je trouve ça bien d'y associer ce qu'on va rencontrer sur la route. Je me rappelle à l'époque un peu lointaine où j'ai passé le code, il y avait déjà des questions un peu stupides et des trucs pas très clairs. Et en fait, pour moi, c'est pas à ce moment-là qu'on apprend à conduire. C'est vraiment beaucoup plus les heures de conduite. Et le gros problème, c'est que c'est hyper cher. Enfin, en fait, on économise à fond sur les heures de conduite. Alors, il y a les régions maintenant, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est mais alors c'est seulement sur certaines écoles de conduite. Et en fait, pour moi, il faudrait vraiment pouvoir avoir plus d'heures de conduite parce que c'est à ce moment-là qu'on apprend. Et puis ensuite, dans la pratique, les slides pour apprendre les panneaux, il y en a toujours eu des un peu stupides. Il y avait même une époque où c'était vraiment pas très visible, donc c'était un peu au hasard. Mais non, pour moi, le gros problème du permis, c'est que il y a un stress immense parce qu'on sait qu'on n'a plus le budget pour prendre des heures de conduite, donc il faut y aller et c'est à ce moment-là que les mauvais conducteurs se font. Est-ce qu'on fait encore des trous dans un boîtier pour passer le code? Moi j'ai passé le code comme ça. Je ne crois pas. Ah bah écoutez, je ne sais pas. Moi j'ai passé le code, je faisais des trous là. A, B, C ou D. Oui, moi aussi. Alors, pour revenir à la question que vous posez au départ, c'est est-ce qu'on rend le code plus facile? Si on rend les questions un peu plus intelligibles, parce que sur les 57% qui l'ont, peut-être qu'on va passer à 63% parce que les questions seront mieux comprises, tout simplement. Donc, si déjà les gens ne comprennent pas les questions, c'est un mauvais point pour eux. Moi, excusez-moi, je me souviens de questions qui étaient pas... Enfin, je rejoins Anne-Sophie, qui était stupide ou incompréhensible. Où on pouvait répondre... vous avez eu le code au bout d'un moment. Évidemment. Bon, moi, je l'ai raté, c'est pas grave.
Oui, mais vous l'avez finalement eu, j'espère. Ou Ah vous oui, parce conduisez qu'après, sans j'ai permis. révisé. Ah bon, d'accord. Donc si c'est rendre plus intelligible un code par des trucs qui sont plus faciles, en parlant un petit peu Comme le bac, c'est super. Non. Justement non, l'erreur qu'on a faite sur l'éducation, c'est vouloir amener 80% de la classe d'âge au bac. Là, c'est autre chose. C'est la vie des gens qui est en jeu. Donc, il n'est pas question de brader le permis. Donc, si c'est ça, oui. Si c'est le rendre plus facile pour que plus de monde l'ait, non, absolument non. Apolline Matin, ce matin sur RMC, est-on en train d'abandonner nos aînés? Hier, un drame s'est produit dans un EHPAD à Grasse avec le suicide d'une pensionnaire de 80 ans. Manque de personnel, manque de soins, mauvaise alimentation. Une soignante témoignait ce matin sur RMC des nombreux dysfonctionnements au sein de cet établissement. On se sent tous coupables, même si on n'a jamais voulu ça. C'est un échec d'équipe. J'ai toujours dit, la pire des maladies, c'est l'ennui. C'est une dame qui aimait bien parler, qui aimait bien discuter, qu'on s'occupe d'elle. Mais on a plus ce temps-là. Mais beaucoup de résidents sont dans cette situation. Ils parlent plus, ils n'ont plus le goût à rien. Ils attendent. Ça, pour nous, en tant que soignants, c'est horrible à voir et à vivre. On se sent impuissant. On leur dit qu'on est dépassé, qu'on ne peut pas apporter ce dont le résident a besoin au quotidien par un manque d'effectifs. Ils nous disent qu'ils n'ont personne. On essaye de voir dans notre entourage. Les CV qu'on a amenés, ils n'ont jamais été appelés, les gens. C'est du chiffre. Des fois, oui, il y a des cas de maltraitance. Il y a le côté humain qu'on a carrément oublié. Et il devait y avoir un plan EHPAD. Thierry Moreau, on l'attend toujours parce qu'on a l'impression que rien n'a changé en fait. Le plan grand âge est une priorité absolue sur laquelle le gouvernement devrait se pencher rapidement parce que ça va lui revenir dans la figure. Plutôt que d'aller mettre des millions dans les zones commerciales. C'est un autre sujet. Oui, c'est un autre sujet, mais l'argent à un moment... Ça va coûter beaucoup plus d'argent. Il doit y avoir des priorités, vous voyez. Après, je voulais juste mettre un bémol. Il y a des endroits, des EHPAD qui sont bien, où le personnel s'occupe bien des résidents, ou par exemple quand on a un parent qui est éloigné kilométriquement, c'est compliqué de lui rendre visite tous les jours. Donc on ne peut pas lui rendre visite tous les jours. Donc moi, mes parents, par exemple, étaient en Vendée, mes parents et grands-parents, je ne pouvais pas aller les voir tout le temps, et j'ai fait en sorte qu'ils soient dans des endroits qui soient accueillants, où ils étaient bien traités. Et tous les gens de ma famille qui ont été en EHPAD, ça s'est très très bien passé. Alors j'entends que dans une partie, et c'était pas si cher que ça, j'entends que dans une partie des établissements, il y a un manque cruel de personnel. Je comprends ça, d'où l'intérêt d'un plan grand âge urgent pour que les gens, dès qu'ils sont... Parce que le problème, c'est quand on a nos âges là, on ne pense pas au temps où on sera incapacitaire, où on aura besoin de s'occuper de nous. On n'a surtout pas envie d'y aller. Oui, mais ça arrivera un jour. Et plus ça va aller, plus il y aura de gens centenaires. Plus il faudra s'occuper de ces gens, et plus il faudra du personnel, et donc plus d'argent. Et donc plus d'impôts plus de nos impôts qui seront consacrés. Oui, mais peut-être, moi je me dis que peut-être plus tard, il y aura des EHPAD un peu spéciaux, peut-être des EHPAD high-tech à thème, vous voyez, des EHPAD à thème, des EHPAD où on pourra siroter des cocktails comme ça entre nous, un entre EHPAD filles. centre commercial, un EHPAD... Ouais, mais pourquoi pas? Mais radio EHPAD. On fera radio EHPAD. Mais on pourrait faire radio EHPAD, bien sûr, un EHPAD média, tiens, pour nous rappeler les belles heures des médias, de la radio. Écoutez, voilà, mais pourquoi pas? Mais je me dis qu'à un moment, les EHPAD vont forcément changer. Ça peut pas rester comme ça. Un EHPAD n'a pas vocation à être un mouroir, en fait. Voilà, c'est ça le problème. Oui, mais ça l'est malheureusement, quoi. Et puis, pardonnez-moi, alors je comprends Thierry, une famille qui est loin, etc. Enfin, il ne faut pas simplement attendre de l'EHPAD. Il y a les soins, il y a le repas, l'hygiène, et s'assurer. Mais pour la compagnie, on a aussi le droit de s'occuper un peu de ses aînés. C'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de gens qui, on met papy-mamie dans l'EHPAD et on va le voir tous les 6 mois, quoi. Non, on a une certaine responsabilité par rapport à nos aînés. Donc je pense que les familles peuvent faire un petit effort aussi, même si c'est compliqué. Anne-Sophie Saint-Père, et on terminera par vous. J'entends qu'il faille s'occuper de ses aînés. Ensuite, quand on a à la fois de travailler, de s'occuper d'enfants, c'est aussi compliqué de rajouter une personne à charge. D'aller les voir dans l'EHPAD. Oui, bien sûr, d'aller les voir. Mais ça, c'est dame qui était toute seule parce que personne ne venait la voir. C'est quelques heures de temps en temps. Ensuite, pour moi, ce drame, c'est la question de la rentabilité quand il s'agit de s'occuper de personnes. Et c'est la même chose dans la santé, à l'hôpital. C'est la même chose dans les crèches. C'est la même chose dans les EHPAD. En fait, il y a des secteurs dans lesquels il faut arrêter de vouloir être rentable.
faut arrêter de vouloir couper sur le personnel parce qu'effectivement, les charges de personnel, ça coûte de l'argent. Mais en fait, il faut accepter que dans ces secteurs-là, parce qu'on préfère avoir une société qui respecte l'humain, on ne va pas faire de profit. Et c'est tout un modèle qui est à revoir par rapport à ça. Et c'est terrible d'entendre ce soignant parce que je pense que c'est très difficile de travailler dans des conditions où on les force à réduire les coûts et ils voient des personnes être maltraitées à cause de ça. Allez, dans un instant, RMC s'engage avec vous. On va tenter d'aider une petite agence de voyage. Cette petite agence de voyage, elle attend le règlement d'une mairie depuis 9 mois. Elle attend un règlement de plusieurs milliers d'euros. A tout de suite sur RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi. Juste avant l'été, Quentin de Poitiers a remporté 24 000 euros en jouant dans Estelle Midi. Et une nouvelle fois, c'est une très belle rentrée d'argent qu'on vous offre jusqu'à fin 2023. 4 000 euros par mois pendant 4 mois. On vous offre donc la somme de 16 000 euros. Et pour jouer, vous envoyez rentrée par SMS au 732-16. Vous avez 5 minutes pour vous inscrire. Bonne chance. Ce sont les bons restos. RMC, midi 15h. Estelle Midi. Estelle Denis. On est de retour dans Estelle Midi en direct du salon de la rénovation, le Reno Days, porte de Versailles. Il est 13h52 et vous le savez, 13h52, c'est l'heure à laquelle on vous aide. Chaque jour avec RMC s'engage avec vous. Estelle Midi. RMC s'engage avec vous. Avec Amélie Rosic, bien sûr. Et aujourd'hui, Amélie, on va aider la gérante d'une petite agence de voyage. Elle vous a appelé à l'aide. Absolument, elle est installée dans les Bouches-du-Rhône, elle s'appelle Laetitia. Et elle a plutôt l'habitude d'organiser des voyages d'aventure sur mesure. Mais en novembre dernier, c'est un client un peu particulier qui la contacte, puisque c'est la mairie de la Penne-sur-Yvonne. Ça se trouve près de Marseille. Le congrès des maires de France a lieu dans quelques jours. Et la direction de la commune a besoin d'elle, de Laetitia, pour gérer le déplacement et le logement du premier édile de la ville. Jusqu'ici, tout va bien. Sauf que 9 mois plus tard, lorsque Laetitia nous écrit, eh bien la ville ne l'a toujours pas payé. Écoutez. Alors à ce jour, la mairie de la Penne-sur-Yvonne, pour le congrès des maires, ils me doivent 2 778,88 €. C'est un mois de salaire, quoi. Avec les charges sociales. Non seulement je suis dégoûtée, je suis écœurée, et je trouve que pour un maire, c'est irrespectueux. Il y a un moment, en fait, on est démunis complètement dans ce système où les collectivités, en toute impunité, peuvent se permettre de ne pas payer de petites entreprises, parce que moi je suis une petite entreprise. Voilà, je me suis montée en plein Covid, je veux bien être gentille, mais il y a des limites, quoi. Bah oui, il y a des limites. Enfin, Amélie, 2 700 €, c'est une somme quand même. Mais tout à fait. Alors Laetitia a fait des relances incessantes, restées sans réponse, évidemment. Elle a carrément fait appel, figurez-vous, au médiateur des entreprises. Je ne sais pas si vous connaissez, ça existe depuis 2016. C'est un service qui est proposé sous la houlette du ministère de l'économie. Sauf que voyant là encore que la procédure allait s'éterniser, elle décide de nous solliciter. Elle a eu raison. Mais Amélie, une collectivité qui ne paie pas dans les temps, c'est courant ? Eh bien malheureusement, oui, plus courant qu'on ne l'imagine, en tout cas plus courant que moi je ne l'imaginais, à tel point que l'année dernière, 20% des entreprises qui ont saisi le médiateur des entreprises l'ont fait pour des problèmes avec un client du secteur public. Et une médiation sur 3 concernait justement les conditions de paiement. Et surtout, ces demandes, elles proviennent essentiellement des TPE, PME à 94%. Ce sont de très petites entreprises pour lesquelles quelques centaines ou milliers d'euros d'impayés, évidemment, ça peut avoir de graves conséquences. Oui, c'est un réel manque à gagner pour Laetitia et pour beaucoup de gens dont vous venez de nous parler. Est-ce que vous avez pu aider Laetitia ? Eh bien oui, évidemment, Laetitia, elle a bien fait de nous contacter, de nous envoyer un mail à RMC avec vous, @rmc.fr, parce qu'on a une bonne nouvelle. Comme par enchantement, comme ça arrive souvent à la chronique, vous nous connaissez, le jour qui a suivi notre appel à la direction des services de la mairie de la Penne-sur-Yvonne, eh bien Laetitia recevait enfin le montant intégral de la facture, plus de 2 700 € tout de même. Étrange. Voilà, et pouvait donc respirer à nouveau. En revanche, on n'en saura pas plus sur les raisons de ce retard, un retard quand même de plus de 9 mois. Bon, ça, on ne saura pas. Pour une facture qui date donc de près d'il y a d'un an, on le rappelle en tout cas, Laetitia est ravie, nous aussi, et puis elle va pouvoir renflouer un peu la trésorerie de sa petite agence de voyage. Voilà, on est ravis pour Laetitia. Merci beaucoup Amélie Rosic et bravo. Voilà, nouveau cas résolu par l'équipe d'RMC s'engage avec vous. Et puis bien sûr, si vous aussi vous voulez être aidé par Amélie, eh bien vous nous envoyez un mail à l'adresse rmcavecvous@rmc.fr et on vous aidera
C'est promis. Dans un instant, on va parler rénovation énergétique. Bah oui, parce que nous sommes en direct du Rénodaise et on va se poser cette question. L'État doit-il aider les propriétaires qui veulent faire des travaux énergétiques dans leur logement? Il faut savoir que c'est 25% de hausse en un an pour les travaux de rénovation énergétique. Donc ça coûte très très cher. A tout de suite sur RMC dans Estelle Midi. RMC, midi 15h. Estelle Midi. Juste avant l'été, Quentin de Poitiers a remporté 24 000 € en jouant dans Estelle Midi. Et une nouvelle fois, c'est une très belle rentrée d'argent qu'on vous offre jusqu'à fin 2023. 4 000 € par mois pendant 4 mois. On vous offre donc la somme de 16 000 €. Et pour jouer, vous envoyez rentrée par SMS au 732-16. Vous avez 5 minutes pour vous inscrire. Bonne chance. Estelle Midi. Estelle Denis. C'est la dernière partie d'Estelle Midi sur RMC Story, toujours en direct du salon de la rénovation, le salon Rénodaise, porte de Versailles. Et on est avec Laetitia Nallet qui vous a donné plein d'astuces pour bien rénover votre logement dans Estelle Midi. Bonjour Laetitia. Bonjour Estelle, bonjour à tous. Et on est évidemment toujours avec Rémi Barré, Thierry Moreau, Anne-Sophie Saint-Père et Fred Hermel. Avec vous, Laetitia, on va s'intéresser à la hausse du jour. Et cette hausse, elle vous concerne puisqu'elle concerne les travaux de rénovation. Justement, 25% d'augmentation pour ces travaux en un an. Et contrairement à ce que l'on pourrait croire, eh bien, les aides gouvernementales ne compensent pas tout, loin de là. Et non, parce qu'il y a un reste à charge. Et ça, c'est un vrai frein pour se lancer dans les travaux. Le reste à charge qui atteint un niveau record malgré les aides. Selon une étude menée par Elio, dans le cas d'une rénovation globale, le reste à charge est estimé à un peu plus de 39 000 € pour un ménage précaire. Bah, c'est énorme. Et 44 000 pour un foyer modeste. Ce sont des chiffres qui datent d'avril 2023. Alors franchement, voilà, on veut bien tous aider à la transition écologique, rénover nos logements, mais quand il faut sortir 44 000 €, c'est pas donné à tout le monde non plus. Hein. Mais c'est fou ce que vous dites parce que c'est vrai que ça fait des mois et des mois que l'État nous pousse à rénover nos logements. On a Anne-Sophie Saint-Père dans l'émission qui nous dit à chaque fois il faut rénover les logements, de faire une rénovation énergétique, c'est hyper important. Mais c'est hyper important et c'est même urgent. On a vu la canicule ces derniers jours, il faut s'inquiéter et il faut prendre ça en compte. Mais après, il y a aussi un problème d'argent. Voilà. 44 000 € voilà, pour un ménage précaire, évidemment, c'est impossible. Et pourtant, il y a des aides. Laetitia, il y a des aides aujourd'hui pour les ménages. Quelles sont-elles? Alors, les aides, déjà, avant de démarrer, il faut connaître la classe énergétique de votre logement. Est-ce que mon logement est bien ou pas bien? Donc ça, vous faites faire un DPE, diagnostic de performance énergétique. Si vous avez une mauvaise lettre, c'est-à-dire à partir de la lettre F, aïe, ça coince, votre habitation n'est pas top, elle est même peut-être passoire énergétique. Là, vous allez faire réaliser un audit. L'audit, ça va être des relevés assez complets avec des calculs qui vont prendre en compte plein de choses et qui vont dire, voilà, ce qui ne va pas dans votre logement, c'est ça, ça, ça et ça que vous devez faire comme travaux. Donc ça, c'est très pratique. Et après, quelles aides existent? Sur ce plateau, on a réuni nos 5 experts et on va tout de suite commencer avec Arthur Bernago qui est là, qui est notre expert des aides. Alors, il y a plusieurs aides qui existent et qui sont cumulables, Arthur. Lesquelles? Oui, absolument. Vous avez d'abord l'aide, la prime énergie, donc financée par les certificats d'économie d'énergie. C'est les fournisseurs d'énergie qui financent. Ensuite, vous avez Ma Prime Rénov', plus connue depuis quelques années, financée par l'Agence nationale de l'habitat. Puis vous avez d'autres aides comme la TVA à taux réduit ou l'éco-prêt à taux zéro qui peuvent financer vos travaux de rénovation énergétique. Et comment obtenir les aides? Là aussi, il faut respecter un certain parcours. Oui, qui peut être un parcours du combattant si on est mal accompagné. Les 3 règles principales, c'est d'abord d'identifier si les travaux qu'on veut faire sont éligibles à ces différents dispositifs et s'ils sont cumulables. Ensuite, faire appel à un professionnel RGE, reconnu garant de l'environnement, sur son domaine de compétences. Et très important, il faut demander ces aides avant de signer son devis. Ça, c'est ce qu'il faut vraiment retenir. Ouais, sinon c'est hyper grave, ça fonctionne pas. Et qui avance l'argent pour les aides en fait? Parce que si c'est les particuliers et qu'il reste 44 000 à charge après aide, ça veut dire que sans les aides, ça fait quoi, 70, 80 000 € à avancer? C'est pas possible. Alors ça dépend. Ça peut être les fournisseurs d'énergie, donc avec les CE qui avancent les aides. Ça peut être aussi l'artisan qui va les avancer. Et ça, c'est quand même super pratique et ça vous offre un certain confort. Et puis, comment? C'est peut-être un peu opaque. Non, c'est pas opaque. Ah, d'accord, non, parce qu'il va les déduire de son devis, donc là c'est très clair. Ou alors, évidemment, ça peut être vous le particulier, mais bon, vous prenez un peu plus de risques.
Alors ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire quand on fait ces aides? Eh ben, il faut aussi penser à faire plutôt une rénovation globale. C'est mieux de faire tout d'un coup. On vous expliquera pourquoi tout à l'heure. Parce que ça coûte moins cher. Parce que on a plus d'aides, ça revient moins cher et puis c'est plus cohérent surtout. Attention, il y a beaucoup d'arnaques autour du monde de la rénovation énergétique aussi. Donc on va se pencher sur tout ça en répondant à des questions maintenant. Voilà, et c'est pour ça qu'on est là pour vous aider également aujourd'hui. Vous êtes déjà nombreux à nous envoyer des questions sur l'appli RMC, rubrique Direct Studio. Et évidemment, on y répondra avec tous nos experts, nos 5 experts aujourd'hui dans Estelle Midi. Alors, l'État doit-il plus aider sur la rénovation énergétique des logements? Anne-Sophie Saint-Père. Sans surprise, oui, c'est un grand oui, c'est absolument urgent pour des enjeux climatiques et puis aussi parce qu'il y a de plus en plus de familles qui souffrent de la chaleur ou du froid dans leur logement, donc il faut rénover les logements. Ensuite, il y a une myriade d'aides, c'est très compliqué, il faut absolument aller vers des rénovations globales et donc il faut accompagner les gens pour avoir des rénovations globales et un suivi et une aide pour trouver les subventions qui sont adaptées aux revenus, les modalités de prêt. On peut avoir des mensualités qui sont adaptées qui sont alignés sur les économies d'énergie, par exemple, pour que ce soit plus indolore. Et par exemple, en Île-de-France, il y avait Île-de-France Énergie qui était l'agence qui accompagnait de l'audit au chantier sur le diagnostic et sur tout le suivi pour la rénovation des copropriétés. Il y a 6 mois, Valérie Pécresse a arrêté ça et a décidé que l'agence n'allait faire que de la rénovation de bureaux et d'entreprises. Donc il faut absolument que l'État investisse davantage dans l'accompagnement des particuliers pour la rénovation du logement. Et pour aider les particuliers, justement, il y a les experts. Laetitia, il ne faut pas hésiter à aller voir des experts. Il ne faut pas se lancer tout seul dans ce genre de chantier. Voilà, et c'est pour ça que sur RMC, on en a réuni 5 d'ailleurs, qui depuis quelques mois nous accompagnent et répondent à toutes nos questions. Et on vous les présentera dans quelques minutes pour qu'ils vous répondent, évidemment. C'est très important, effectivement, de se faire accompagner et surtout pas de réagir en monogeste. C'est-à-dire de se dire, tiens, mon voisin, il a changé ses fenêtres, elles sont pas mal. T'es allé chez qui? Et il va vous donner le nom. Et puis, en fait, peut-être qu'il ne faut pas du tout commencer par là chez vous. Donc, ne faites pas tout seul dans votre coin des petites actions isolées. Ce que moi, j'ai fait, d'ailleurs, avant de me lancer dans tout ça. Maintenant, je fais gaffe. Ça y est, on a tout faux. Bon, voilà, ça, c'est une erreur. C'est génial parce qu'on fait petit par petit. En fait, au final, la note est extrêmement salée. Fred, vous qui êtes celui qui s'en fichait le plus de la rénovation énergétique, vous passez votre temps à nous dire que vous mettez la clim l'été et vous chauffez à 23 l'hiver. Est-ce que quand même, voilà, les arguments de Laetitia vous ont conquis et vous êtes prêt, vous Fred, à faire des travaux dans votre logement? Quelle image vous donnez de moi? C'est l'image que vous-même donnez de vous, Fred. Pour moi, ce ne sont pas des aides. Pour moi, c'est de l'investissement de l'État. Oui. Parce que c'est rentable pour l'ensemble de la société. Parce que voilà, à partir du moment où on va moins, grâce à cette rénovation, si les foyers gaspillent moins, en fait, même pour la balance commerciale, etc., parce qu'on importe du pétrole, on n'a pas de pétrole en France, on importe du pétrole, on se chauffe aussi avec du pétrole, et beaucoup en France, chez moi, ma mère, c'est encore une cuve de fioul, comme beaucoup de gens dans les villages. Il faut l'inciter à changer. Oui, mais ça coûte très cher, donc voilà. Mais non, mais tout simplement, c'est tout ce qui va permettre de réduire notre facture, la facture énergétique des gens, donc de l'ensemble de la société, c'est bon pour le pays. Donc c'est pourquoi ça va pour la planète aussi. Oui, déjà, moi je regarde la France. Moi je regarde déjà la France. Voilà. Moi je vais pas tenir un grand. Non mais sa planète c'est la France. Oui, mais voilà. Moi, mais voilà. Mais regarde d'abord le Nord. Oui, mais vous savez, si vous voulez convaincre les gens, parlez déjà de leur vie au quotidien. Parce que la planète, c'est pas compréhensible. Quand on dit c'est bon pour la France, c'est bon pour les gens, c'est bon pour la France, qu'on puisse rénover les habitations, les logements et faire des économies. Et ben moi, je trouve ça très bien. Thierry Moreau, est-ce que ça doit être l'une des priorités du gouvernement, justement, d'aider les Français à pouvoir rénover leur logement? Évidemment, je vais aller un peu dans le même sens que Fred en essayant d'être un petit peu moins chauvin, entre guillemets. C'est un investissement en ce sens que des familles qui sont par exemple mal logées, elles tombent plus souvent malades. Et donc il y a un coût sanitaire après qui est beaucoup plus important. Si on a un habitat qui est propre et qui est sécure en termes d'énergie, on va moins tomber malade, on aura moins chaud l'hiver, moins froid l'été. Enfin, donc c'est vraiment l'investissement. Je trouve que pour chaque euro mis là-dedans, c'est dans notre économie déjà. Et puis deuxièmement, ça permet effectivement sur le long terme d'éviter un certain nombre d'inconvénients. Après, moi, les questions que je me pose, c'est moi j'ai une vieille maison, c'est une passoire énergétique parce que les fenêtres sont très anciennes. J'ai une chaudière au gaz. Je ne sais pas vraiment où m'adresser pour les aides. Par exemple, je ne sais pas si le DPE est gratuit.
à qui m'adresser pour le faire. L'audit, est-ce qu'il est gratuit et à qui je m'adresse pour le faire? Comment ça se passe ça? Alors peut-être que le mieux, ça soit que Arthur nous réponde sur le DPE et sur l'audit, mais je sais qu'il y a des aides pour l'audit notamment. Oui, il y a des aides pour l'audit à condition qu'on déclenche des travaux derrière. Donc de toute façon, on parle depuis tout à l'heure d'investissement, c'est toujours rentable de faire une photographie du logement, donc le DPE qui va vous donner une lettre, et ensuite, en vue de faire des travaux, de faire un audit pour savoir dans quel sens on les fait, quels travaux on fait ensemble pour être cohérents, comme on disait tout à l'heure, et pas faire l'un puis l'autre, parfois à 10 ans d'écart, pour que tous les pros soient coordonnés et travaillent ensemble pour la meilleure efficacité possible. Donc oui, il y a des aides pour les travaux et il y a des aides pour les pré-études avant travaux pour faire les bons choix. DPE, effectivement, audit, c'est payant. Et après, il faut souvent même faire des études thermiques, je ne sais plus le mot. Enfin, les études thermiques. Rémi Barré, vous avez énormément thermodynamique, de messages sur l'appli RMC. Alors, qu'est-ce qui motive le plus nos téléspectateurs et nos auditeurs? Il y a des questions très très concrètes, notamment des questions sur le financement, on en parle depuis tout à l'heure. Et il y a Patrick qui nous dit, moi j'ai demandé des devis à 3 sociétés pour une isolation extérieure. Les prix vont du simple au double. Comment l'expliquer? Alors, on a plusieurs experts réunis autour de la table qui nous ont accompagnés pendant ces 3 mois. Il y a Julien Fournier à droite avec la chemise blanche là que vous voyez. À ses côtés, donc, c'était Arthur Bernago. Derrière, nous avons Oussama Djedi et puis Amaury Dutertre et Elie Bouche. Voilà, on les a présentés tous les 5. Ils sont super, ils sont avec nous. Donc, qui a envie de répondre à cette première question sur pourquoi il y a des écarts comme ça dans les devis? Allez, Julien. Allez, je me lance. Donc déjà, le bon réflexe de l'auditeur, c'est d'avoir consulté plusieurs entreprises pour se faire un avis. Ensuite, il faut lire le contenu du devis. Donc si on n'est pas compétent dans le métier ou dans la reconnaissance des matériaux, il vaut mieux faire appel à un expert et à ce moment-là, de se faire accompagner par un maître d'œuvre ou par un architecte qui pourra décrypter le contenu d'un devis. Sinon, c'est 14%, mais enfin bon. Voilà. C'est encore de l'argent en plus. Ouais, mais c'est vrai. Et sinon, voilà, c'est de regarder le contenu du devis et puis si des prestations sont identiques ou différentes. Voilà, tout simplement. Oui, mais c'est vrai que quand on commence à réfléchir à tous ces sujets, on s'aperçoit que voilà, les sommes s'accumulent. Il y a des aides, mais ça revient très très cher. Oui, je suis désolée, quelqu'un de précaire qui veut changer sa chaudière, il va pas prendre un maître d'œuvre ou un architecte qui, en plus, s'il tombe pas sur le bon, va lui dire oh là là, mon petit bonhomme, attendez, il y a votre chaudière, et puis il y a vos vitres, et puis oh là là, les murs ils sont mal isolés, dites donc. Et puis du coup, il va peut-être lui surdimensionner sa chaudière, qui ne sera pas efficace. Et encore une fois, un maître d'œuvre, un architecte, c'est 14% du montant des travaux. Donc, si c'est pas le bon architecte ou le bon maître d'œuvre, eh ben, ça veut dire qu'il va faire gonfler le montant des travaux. Donc, et qui dit faire gonfler le montant des travaux, dit faire gonfler le montant de sa com. Et donc, au final, ça vous coûte encore plus cher. Donc, je suis pas sûre que ce soit non plus la panacée pour quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'argent. C'est très caricatural parce que, imaginons, prenons un autre exemple. Allons dans le garage. Vous achetez des pièces auto, vous regardez sur Internet les différences entre les pièces auto, etc. Vous y rajoutez de la main-d'œuvre ou pas. Et ensuite, soit vous n'y connaissez rien, vous allez chez un garagiste qui vous fait la prestation et qui s'occupe de tout. Donc, le conseil, des fois, de partir du mauvais pied, de lancer un chantier et de se rendre compte en cours de route que l'artisan en a oublié la moitié et quand on remet tout, ça fait 2 fois le prix de celui qui était 2 fois plus cher au départ. Voilà, le défaut de conseil peut des fois coûter bien plus cher que la différence entre les devis. Donc, un mauvais conseiller, voilà. Donc pas l'artisan, plutôt le maître d'œuvre. D'autres questions également sur l'appli RMC, Rémi. Marine qui nous demande est-ce que c'est vraiment possible de faire passer une habitation classée G à une habitation de la même classée A une fois la rénovation faite? Est-ce que les travaux ne vont pas me coûter le prix d'une nouvelle maison? Oui, ça va coûter cher, je pense. Oui. Qui veut répondre? Allez, Elie Bouche, on y va, qui est architecte. Oui, alors de passer de la classe G à la classe A, il est bien évident que c'est une question de budget aussi. Il n'est pas qu'une question de technique. Il faut d'abord faire une étude globale. Ça, de toute façon, l'étude doit être globale. On doit relever toutes les faiblesses et on peut travailler par étapes. Il est très important, c'est d'avoir la logique de l'enveloppe complète. C'est-à-dire que si on fait la façade, il faut le faire les fenêtres. Il faut quand même terminer l'enveloppe. Et puis, bien entendu, il est très 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 important d'avoir une bonne ventilation parce qu'une rénovation et une qualification comme ça, une requalification, il faut que la ventilation soit de très bonne qualité avec de préférence bien sûr la double flux. Mais Elie Bouche, est-ce que par exemple c'est une utopie de vouloir faire passer son logement en A? Est-ce que quand on est en G, on peut se dire que C c'est déjà très bien? Mais
c'est déjà très bien d'abaisser de 50% ses consommations, bien entendu. Après, il y a aussi un mode de vie, c'est-à-dire que dans un logement qui a été rénové thermiquement, on vit autrement. Et en fait, sur le papier, on aura 50%. Mais dans la réalité, on va se rendre compte qu'on va encore faire des économies au mode de vie. C'est-à-dire, quoi comme exemple concret? J'ai pas compris. Quel exemple concret? Comme exemple concret, on a... moi je sais qu'on fait énormément de restauration de vieilles fermes franc-comtoises dans le Jura, bien sûr. Et là, on n'est même pas en G, on est en X, Y, Z. Enfin, voilà. Mais ce n'est pas complètement vrai, parce que ces maisons ont une très forte inertie, elles ont des très gros murs, donc il faut accompagner. Et il faut accompagner. Et en fait, le meilleur des exemples, c'est que à chaque construction, à chaque chantier, son mode de rénovation. C'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas être sur des recettes de cuisine toutes faites en disant moi j'ai l'habitude, c'est comme ça, vous allez mettez ça, mettez votre chaudière comme ça. Il faut d'abord étudier, il faut analyser, faire un très bon relevé sanitaire et constructif, et puis travailler globalement. Rémi, je me tourne à nouveau vers vous. Allez, ce message de Thierry, comment être certain, l'argent toujours, de ne pas se faire avoir. C'est bizarre ça. Oui, comment être certain de ne pas se faire avoir. On fait confiance à un artisan, mais s'il nous met un autre isolant que celui prévu, on le verra pas. Ou s'il fait des erreurs dans la pose, comment savoir que ça a été bien réalisé? Aïe, 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 Amaury du Tertre. Bonjour à tous. Alors sur la question de la confiance, il y a déjà des labels de qualité, c'est-à-dire que quand vous faites appel aux aides, vous allez faire appel à des entreprises qui sont certifiées Qualibat RGE, donc ça fait appel à un certain savoir-faire métier. On parle beaucoup d'argent, mais on parle très très peu en fait des modes de mise en œuvre, en fait des produits qu'on va installer dans le cadre d'une rénovation énergétique. La seconde chose, ça peut être simplement un contrôle visuel, c'est-à-dire que vous signez dans le devis, on se doit d'être exhaustif. Donc on va inscrire l'intégralité, la marque du produit, la marque de l'industriel qui fabrique le produit. On va inscrire également la méthodologie de pose. Donc c'est assez simple, même si vous ne connaissez pas vraiment notre métier qui est le bâtiment, de contrôler ce qu'on va mettre en fait tout simplement en œuvre chez vous. Et après, je passerai peut-être la parole à Oussama à côté, mais il ne faut pas oublier que quand on fait appel aux aides, nous, entreprises du bâtiment, on est assujettis à des contrôles d'organismes qui sont cofraqués, donc avec lesquels on n'a pas de lien direct, si vous voulez. Et donc eux, leur boulot, c'est de venir contrôler qu'on ait bien fait le travail. Et moi j'ai une petite astuce également, c'est quand vous faites des devis, demandez des photos. Voilà, ça se fait. Et en fait, vous avez vos artisans qui dans le devis vous met des photos de ce qu'il va mettre en fait. Alors ça peut être l'isolant, même les vis, etc. Ouais. Mais moi maintenant je demande toujours des devis avec des photos. Alors l'artisan n'est pas toujours très content, mais au moins vous pouvez contrôler et puis après ça vous permet de voir s'il y a une différence ou pas. Parce qu'il faut aussi la fiche technique, mais c'est vrai qu'on ne la lit pas toujours. Ben non, tu ne vas pas aller lire les petites lignes, etc. sur ta vis ou ton isolant et pour voir la différence entre deux isolants. Alors parfois ça se voit quand c'est de l'isolant en jean par exemple, au coton, tu vois la différence avec de la laine de verre, mais tout se voit pas forcément. Et quand tu as la photo, tu peux vérifier et je pense que c'est aussi un gage de sécurité. Et puis aussi les entreprises, vérifier que ce sont des entreprises qui ont 6 mois, 1 an ou plus de pignon sur rue, pas une entreprise qui a été créée il y a 2 mois. Il suffit de taper sur Internet Infogreffe pour juste voir si c'est une entreprise sérieuse. Parce qu'il y a trop de gens qui se font avoir par des gens qui créent des entreprises, qui plantent et qui en refont d'autres derrière. Et le bouche à oreille, évidemment, si votre voisin est hyper satisfait. On en a parlé vendredi. Voilà. Et vous pouvez aussi demander à visiter les chantiers d'un artisan. Si par exemple vous avez un peintre, vous pouvez très bien lui dire qu'est-ce que vous avez fait et visiter son chantier. Et souvent le propriétaire de la maison qu'il a rénovée, par exemple, sera ravi de vous montrer sa maison, etc. Et il vous dira s'il a eu des problèmes ou pas, s'il y a eu des retards, tout ça. Et donc, c'est du contrôle et de la sécurité. Alors, les bureaux de contrôle, c'est assez intéressant. Ça serait bien de savoir quand est-ce qu'ils viennent. Parce que je crois que c'est assez aléatoire. Oussama Djedi, vous ne venez pas vérifier tous les chantiers. Non, alors déjà, l'État a mis en place ça. Donc, quand on face à une aide, il y a un contrôle qui est fait, qui est aléatoire. Et par échantillonnage, donc sur une centaine d'opérations, vous allez contrôler 10, 15, 20. Et puis ça donne lieu à des rapports de contrôle. Soit le chantier est conforme du premier coup et tant mieux pour tout le monde, soit il ne l'est pas. Et là, il y a tout un service après-vente, on va dire, qui se déclenche
et qui remet en conformité les travaux. Donc, mais ça veut dire que j'ai pas mes aides du coup si mon chantier n'est pas conforme par exemple? Si l'artisan a avancé les aides, il en va aussi de sa responsabilité de mettre en conformité son chantier pour recevoir lui ses aides, et donc ça déporte un peu la responsabilité ailleurs, mais effectivement le choix de l'artisan est crucial pour la suite, parce qu'en termes que ça soit de conformité, que ça soit d'assurance derrière, etc., c'est très important de faire confiance à des artisans entre guillemets du coin qu'on connaît ou que nos proches connaissent, sur lesquels on a un avis tranché, et puis voilà. Rémi, d'autres questions sur l'appli RMC? Une question d'actualité avec cette question de Jennifer. Avec les dernières canicules, nous souhaitons faire installer une climatisation chez nous. Est-ce que ça entre dans le cadre d'une rénovation énergétique? Amaury peut-être? Est-ce que c'est déjà écolo la clim quand même? C'est la question de ces 2 derniers mois la plus récurrente finalement. Bah oui. Je vais rejoindre Elie là-dessus. La première question qu'il faut se poser, c'est la question de l'enveloppe du bâtiment. Vous parliez de preuves concrètes. Nous aujourd'hui, on isole notamment des combles perdus avec différents matériaux qui ont un fort pouvoir de déphasage thermique, et sans installer de climatisation, en ventilant correctement sa maison et en isolant correctement sa maison, on arrive à gagner jusqu'à 6-7 degrés dans les chambres qui se trouvent sous les combles. Donc ça, c'est le premier point. Par rapport à la question qui porte sur les aides, la climatisation, c'est du confort. Donc la PAC RR est assujettie aux aides. PAC, pompe à chaleur. Pompe à chaleur, RR, pardon, oui, est assujettie aux aides. La clim en tant que telle, non. Libre à l'entreprise que vous allez consulter de considérer que c'est un système de chauffage ou une climatisation. Notre partie à nous aujourd'hui, c'est plutôt de réexpliquer, de reprendre le chantier en fait dans le bon ordre, c'est-à-dire l'enveloppe du bâtiment, gérer l'usage du bâtiment et enfin déterminer quel est le bon mode soit de chauffage, soit effectivement de climatisation. Mais même la clim réversible qui fait chauffage l'hiver et clim l'été? C'est ce qu'on appelle la pompe à chaleur, nous plus communément RR. Nous typiquement en Auvergne, je considère, alors c'est un avis qui est tranché, que c'est un chauffage d'appoint. Ceci étant dit, si on a une enveloppe du bâtiment qui est correcte, ça peut devenir votre source de chauffage principale. Il y a tout un tas après d'éléments techniques qui vont venir, qu'on va venir analyser. C'est ce que j'ai mis chez moi. Ouais. Tête, je suis sûre. Je ne sais pas où vous habitez, Estelle, en l'occurrence, mais nous, par exemple, quand vous dépassez 1000 mètres d'altitude, c'est peut-être pas le meilleur mode de chauffage qu'on va préconiser à nos clients. Non, ça c'est sûr. Merci beaucoup, en tout cas, Laetitia Nallet. Merci pour toutes vos chroniques dans Estelle Midi. Merci à tous nos experts d'être venus nous renseigner. C'était vraiment très, très intéressant. Merci pour tous vos conseils. Et je pense qu'il y a beaucoup de Français qui vont avoir envie de rénover leur maison grâce à vous de manière énergétique. Évidemment, on ne parle pas de peinture. Un dernier mot avec vous, Anne-Sophie Saint-Père. Je voulais juste conclure parce qu'on parlait de la responsabilité de l'État là-dedans. Je trouve ça très dur de mettre les individus face à la responsabilité de la rénovation de leur logement. Bien sûr, il y a un gain de bien-être individuel, il y a un gain sur la valeur du logement, mais en fait, c'est une politique publique de lutte contre les changements climatiques et il faut absolument qu'il y ait un accompagnement de l'audit au chantier parce qu'en fait, si on se retrouve face à cette myriade d'aides d'entreprises et d'artisans, bien sûr que on va paniquer et il faut que ce soit mis en place. Et encore une fois, c'est un scandale que la région Île-de-France ait mis fin à cet accompagnement pour les copropriétés, alors que c'était un modèle en Europe et qu'il faudrait le développer bien plus largement. On ne peut pas laisser les individus seuls, alors que c'est une responsabilité collective. Merci beaucoup Anne-Sophie Saint-Père, merci Laetitia Nallet. Dans un instant, on va accueillir notre humoriste Vincent Serroussi. C'est sa première délocalisation à Vincent pour Serroussi. N'a pas tout compris. Puis il y aura les immanquables. Il y aura quoi dans les immanquables, Rémi? Alors on parlera notamment des chœurs des enfants. Vous savez, pour la Coupe du Monde de rugby qui chantent les hymnes. Ah mais non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Non, Haro là-dessus. À tout de suite sur RMC dans Estelle Midi. RMC, midi 15h. Estelle Midi. Juste avant l'été, Quentin de Poitiers a remporté 24 000 € en jouant dans Estelle Midi. Et une nouvelle fois, c'est une très belle rentrée d'argent qu'on vous offre jusqu'à fin 2023. RMC, midi 15h. Estelle Midi. Estelle Denis. 14h31, vous êtes sur RMC Story, vous êtes évidemment dans Estelle Midi et voici tout de suite Vincent Serroussi. Notre humoriste évidemment, Serroussi n'a pas tout compris. RMC Estelle Midi. Serroussi n'a pas tout compris.
Et aujourd'hui, Vincent, vous n'avez pas compris notre concept de la France moche. Eh oui, Estelle, calvitie apparente, bourrelet invasif, Bermuda des iguales. Les Français sont laids, Estelle. Et c'est cette fameuse France moche, hein, voilà, dont nous allons parler aujourd'hui. Ouais, donc vous n'avez rien compris parce que la France moche, pour nous, c'était pas ça. C'était les zones périphériques défigurées par les centres commerciaux. Ah oui, j'ai entendu parler de ça, oui, bien sûr. Sympa hein, pour les habitants des régions concernées. Ça fera du nouveau vocabulaire, voilà, dans les conversations. Bah, on vous invite à la maison avec Patrick. Vous venez dîner. Nous, on habite dans le quartier de la Madeleine, en pleine France moche, à côté de la France beauf. Vous venez? Mais Vincent, le gouvernement veut rénover ces zones géographiques. C'est quand même bon signe. Oui, je sais qu'il faut... Enfin, je sais, justement, je me pose la question, est-ce qu'il faut vraiment embellir ces zones, Estelle? On a toujours besoin d'un plus moche que soi. Est-ce qu'on devrait... Non, mais c'est vrai. Est-ce qu'on trouverait Paris charmant s'il n'y avait pas la périphérie? Est-ce qu'on trouverait beau la place de la Bastille sans Belle Épine et Créteil-Soleil? Est-ce qu'on trouverait sexy Bruce Willis sans Fred Hermel? Arrêtez. Non, mais je pose la question. Et puis, non, mais en vrai, on les connaît, les rénovations du gouvernement. T'as Stéphanie, master en urbanisme et en fromage de chèvre, qui va arriver. Alors là, tu mets des platanes, beaucoup de platanes. Là, on va mettre des escalators en quinoa, c'est frais, c'est naturel. Au Auchan, on va mettre des caddies en carton biodégradable. Et là, on va mettre Anne Hidalgo pour faire une visite guidée du Gosport. Ça va être super. Non, mais dans Estelle Midi, on a aussi parlé des sans-papiers. Hein. Oui, c'est vrai. Plusieurs députés, dans une tribune transpartisane, demandent la régularisation des sans-papiers. Alors, transpartisane, c'est pas une nouvelle catégorie LGBTQ+, hein, je préfère préciser. Non, c'est juste quand les politiques décident de réfléchir ensemble. Oui, je sais, c'est assez rare, c'est comme les éclipses, ça arrive 2 fois par an. Enfin bon, quand je dis transpartisane, c'est de l'entre-soi, hein. Ça va des écolos au modem, ça reste une partouze de centristes. Hein. Enfin, partouze plutôt plan A3 vu leur nombre de députés à l'Assemblée. Hein. Ouais, enfin là, on s'écarte du sujet, quoi. Oui, pardon, c'est vrai, excusez-moi. Les sans-papiers. Alors, donc, pour que ça soit plus clair, hein, c'est important, il y a plusieurs catégories. Hein. Donc, il y a les sans-papiers, il y a les avec papier, la majorité, et plein d'autres catégories. En fait, on a les papiers expirés, on a les papiers introuvables, on a les... Ah putain, je croyais que je l'avais mis dans le tiroir, papier. Il y a aussi les sous-catégories, les faux papiers. Eux, c'est des sans-papiers qui prétendent être des avec papier. Et tu as aussi ceux qui ont perdu leur papier. Eux, c'est des avec papier qui se retrouvent sans papier. Voilà, c'est plus clair pour tout le monde, c'est bon? Non, c'est pas du tout clair. Mais ça veut dire qu'il faut régulariser ou pas les sans-papiers? Mais Estelle, bien sûr que non. Enfin, quel est l'intérêt? À l'époque du tout numérique, dans 5 ans, il n'y avait plus de papier. Enfin, ça n'a aucun intérêt. Non, mais c'est vrai. Non, mais les sans-papiers n'ont qu'à attendre. Excusez-moi, ils vont être régularisés automatiquement. Même nous, hein, on va être sans papier. On aura juste notre carte d'identité implantée sur la rétine. Contrôle d'identité, ne clignez pas des yeux. Voilà, c'est tout. Ah oui, non, c'est vrai. Je crois que vous allez me relancer. Excusez-moi, Estelle. Non, pas du tout. Non, mais c'est vrai qu'en vrai, on semble quand même avoir besoin des sans-papiers pour faire les boulots que les Français ne veulent pas faire. Regardez à l'Assemblée, par exemple, il n'y a plus personne ne veut bosser. C'est là-bas qu'ils devraient embaucher les sans-papiers. Bon, après, problème, c'est vrai que bon, ils seront et sans-papiers et emploi fictif. Niveau protection juridique, franchement, on a vu mieux. D'ailleurs, avant de finir, je voudrais remercier Pedro, Boubacar et Chang, sans qui cette chronique n'aurait pas été possible, puisqu'elle n'aurait pas été écrite. Bonne journée à tous. Merci beaucoup Vincent Serroussi, tous les jours 14h30 dans Estelle Midi et bien sûr en podcast sur rmc.fr, sur l'appli RMC et toutes vos applis de téléchargement. Dans un instant, il y aura les immanquables, les infos qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui. Vous nous en donnez une rapido comme ça, Rémi? Sephora qui fait la publicité du hijab de foot pour les footballeuses. Ah oui, alors ça fait parler. Ça a fait polémique, mais on en parle dans un instant dans Estelle Midi. À tout de suite. RMC, midi 15h. Estelle Midi. Juste avant l'été, Quentin de Poitiers a remporté 24 000 € en jouant dans Estelle Midi. Et une nouvelle fois, c'est une très belle rentrée d'argent qu'on vous offre jusqu'à fin 2023. 4 000 € par mois pendant... RMC, midi 15h. Estelle Midi. Estelle Denis. C'est la dernière partie d'Estelle Midi sur RMC Story. Il est 14h40 et on est en direct du salon de la Réno, le Réno Days, porte de Versailles. On est avec Rémi Barré, on est avec Thierry Moreau, avec Anne-Sophie Saint-Père et avec Fred Hermel. Et tout de suite, voici les immanquables, les infos qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui. RMC Estelle Midi. Les immanquables. Et on commence, Rémi, avec la polémique du jour. Elle concerne une publicité parue sur le site Instagram de la marque Sephora. C'est une vidéo qui met en avant l'équipe des hijabeuses. C'est un collectif créé en mai 2020 pour défendre le droit des joueuses de football de porter des voiles, le voile, lors des matchs de football officiels en France. Des femmes qui, d'après la marque, dans cette publicité, prônent le dépassement de soi, l'esprit d'équipe et de combativité et l'inclusion. Fred Hermel, elle vous choque, vous, cette publicité Sephora? Oui, parce que je vous rappelle que le Conseil d'État s'est prononcé
les hijabeuses, les femmes qui portent le voile islamique en jouant au foot, ne sont pas autorisées à participer aux compétitions officielles du football français. Oui, mais elles ont le droit de jouer quand même. Hein. Elles font ce qu'elles veulent en dehors. Pas en championnat, elles font ce qu'elles veulent. Le voile est autorisé dans l'espace public. Hein. C'est pour ça. Là, Sephora, ils n'ont pas forcément montré une compétition nationale. Mais ce que fait Sephora, on est dans l'ultralibéralisme, on est dans le capitalisme absolu. C'est-à-dire que Sephora fait un coup médiatique auprès d'une communauté. Sephora est une marque qui mise, pour des raisons bassement et purement commerciales, sur le communautarisme. C'est aux dirigeants de cette marque de s'interroger sur leur rôle social. C'est tout. Alors il y a aussi un appel à boycotter Sephora qui a été lancé sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas sûr que ça soit une très bonne idée d'avoir fait ça pour eux. C'est une très bonne idée pour vous d'avoir fait ça, Sophie Saint-Père? Je sais pas, alors moi j'avais pas entendu parler de la polémique, donc je suis allée rapidement regarder sur Twitter, donc clairement tous les comptes d'extrême droite sont en train de s'exciter là-dessus. Je n'en peux plus qu'on parle de ce que portent les femmes. Laissez les femmes porter ce qu'elles veulent. N'en faites pas un débat. Si, c'est un vêtement, et en fait que ce soit interdit ou obligatoire, moi ça me pose problème. Et c'est d'ailleurs le message que toutes les réfugiées afghanes, les femmes iraniennes disent, on ne veut pas d'obligation ou d'interdiction. Donc arrêtez de faire du corps des femmes ou des vêtements des femmes un sujet. Vraiment, ça m'épuise de devoir encore parler de qui porte quoi. C'est Sephora qui fait un sujet. Exactement. C'est une publicité pour du maquillage. Donc ensuite, oui, pour des femmes voilées. Oui, mais enfin, il y a quand même un but dans cette publicité. C'est-à-dire que c'est du maquillage, si tu veux, mais elles prennent des hijabeuses en modèle. Vous avez choisi de voir uniquement ça parce qu'on ne fait que regarder le voile des femmes. Moi, c'est le but de la publicité. C'est la publicité, c'est Sephora qui a choisi. Non, mais c'est une obsession française. On a eu la Baïa la semaine dernière. Arrêtons avec ça. En fait, plus on insiste là-dessus, plus je pense qu'aussi il y a des femmes qui vont décider de se voiler par pur esprit de contradiction. Parce qu'il y a un moment où c'est du harcèlement de toujours vouloir parler du voile. Moi, je n'en peux plus de commenter des choses sur le voile. Quoi. Je vous sens très énervé, Thierry Moreau. Je te trouve un peu gonflé d'aller chercher à la rescousse les femmes afghanes et iraniennes qui justement meurent. Se battent contre ça. Je t'invite à écouter leurs interviews quand on leur demande ce qu'elles pensent de l'interdiction du voile. Et elles répondent très clairement, elles sont contre l'interdiction et contre l'obligation. Elles sont pour la liberté des femmes. La liberté des femmes. Mais tu ne m'empêcheras pas de penser qu'une certaine partie de ces femmes qui portent le hijab, et le hijab c'est quand même en plus quelque chose de particulier par rapport à la baya, c'est un outil de promotion de l'islamisme radical, c'est soutenu par les associations fréristes, etc., etc. Enfin, je ne vais pas refaire ici la polémique. Après, on est dans le capitalisme pur et dur. Une entreprise privée décide de faire ça, c'est son choix. Après, le client... Mais c'est maladroit. Le client fait ce qu'il veut. Si le client décide de ne pas aller chez Sephora parce qu'il estime que c'est un comportement qui est inadmissible de soutenir le hijab dans le sport, parce qu'encore une fois, c'est une offensive des associations fréristes pour voiler les femmes, pour voiler le corps des femmes. Pourquoi devrait-on voiler le voile des femmes ? Et vous imaginez que ces femmes n'ont aucune liberté de choix. Vous vous rendez compte du mépris pour ces joueuses de foot ? Est-ce que vous êtes allé discuter avec elles des raisons pour lesquelles elles portaient un voile ? C'est pas un hijab intégral, d'ailleurs, c'est pas possible. J'ai vu les interviews qu'elles ont données. Elles récitent un discours très formaté, et je n'ai pas l'impression que ce sont elles qui s'expriment quand elles parlent. Donc vous n'avez aucun respect pour ces femmes-là, c'est intéressant. C'est pas une histoire de respect. Pas du tout, c'est pas une question de respect, c'est que j'ai l'impression que ce qu'elles racontent est formaté et quels sont les instruments utilisés par une idéologie. Non mais après, voilà, on peut pas dire 100% de ces femmes, je veux dire, sont instrumentalisées. Il y a aussi, j'imagine, un très grand nombre de ces femmes qui ont juste envie de porter le hijab, voilà, et dont c'est le choix, et on ne peut pas nier leur choix non plus. Non, mais là la question c'est qu'il y a un choix d'une marque française, Sephora, très connue, marque privée, qui fait un choix communautariste. À elle d'assumer maintenant cette marque. Écoutez, je suis pas sûr que ça boycotte beaucoup la marque Sephora. Le mouvement commence à monter là. Écoutez, on verra. Mais ça monte où ? Sur les réseaux sociaux, il y a un hashtag qui a beaucoup de succès, boycott Sephora. Sur tous les comptes d'extrême droite. Pas seulement. De toute façon, tout ce qui est à droite de Mélenchon, c'est l'extrême droite. Donc, mais n'importe quoi, mais je vais pas dire ça, Fred. Mais non, je vais pas dire ça. J'en allais regarder, c'est évident. Je ne pense pas que Rachel Kahn soit quelqu'un d'extrême droite. Il y a un certain nombre de gens qui se sont positionnés sur cette question et qui ne sont pas que des gens d'extrême droite. Je suis désolé. On peut vouloir. Elisabeth Badinter n'est pas quelqu'un pour moi d'extrême droite. Je suis désolé.
L'hymne du jour. Et là encore, ça fait polémique. Ouais, les critiques se sont multipliées au point qu'elles remontent jusqu'aux plus hautes instances. Une réunion de France 2023 qui organise la Coupe du Monde de rugby avec le ministère des Sports et World Rugby a eu lieu hier matin au sujet de l'interprétation des hymnes pour la Coupe du Monde de rugby par des chœurs d'enfants. Depuis le début de la Coupe du Monde, de nombreux supporters reprochent notamment la cacophonie lors de la Marseillaise, chantée en canon par le chœur d'enfants sur la pelouse du Stade de France et repris à contretemps par les spectateurs qui eux sont en tribune. Je vous laisse juger, on a un extrait. Chacun jugera, en tout cas d'après les informations d'RMC Sport, l'organisation de la Coupe du Monde de rugby plancherait sur une solution en demi-teinte. Les chorales enfantines ne chanteraient plus qu'une partie des hymnes. Oui, voilà. Qui dit juste allons enfants et puis ça ira tout seul. Franchement, sur le dernier match de préparation avant le match contre les All Blacks, le France-Australie, ça a chanté juste, voilà, allons enfants de la patrie, le jour de gloire, et tout d'un coup ça s'est arrêté et c'était juste le public qui chantait. Il y avait une ambiance extraordinaire. Franchement, c'est l'un des plus belles hymnes auxquels j'ai assisté. C'était incroyable. Et là, tout d'un coup, arrive la cérémonie d'ouverture. Je me dis, mais c'est génial. Je veux dire, là, le match contre les Blacks, on va assister à un hymne, ça va être encore plus grandiose. Mais c'était horrible. C'est les enfants qui... Enfin, je ne sais pas s'ils savent chanter, ces enfants, je ne sais pas comment on les a sélectionnés. Ou s'ils savent chanter, ils ont dû mettre trop de chorale, ou ils n'ont pas assez répété. Mais franchement, mais c'était affreux. Il faut arrêter ça tout de suite, quoi. Le problème, c'est le canon. Le canon ne convient pas. Non, ça ne convient pas. Le canon, c'est une répétition derrière de trucs. Ça ne convient pas quand les gens, quand tu as un stade de 80 000 places qui va chanter. Donc il devrait. Moi, je suis pour ces chœurs d'enfants, mais chanter simplement les voilà. Sans canon, sans effet. On chante simplement. Un chœur, une chanson et hop. Et voilà, c'est tout. Voilà. La simplicité, le mieux est l'ennemi du bien. Oui, mais c'est une fausse bonne idée. Je pense qu'on a voulu faire des chœurs d'enfants parce que les petits enfants, c'est mignon quand ça chante. On s'en fout des enfants. Sauf qu'un chœur au milieu d'un stade. Non, mais il faut un orchestre de la garde républicaine, un truc qui ait de l'ampleur, qui a un peu de souffle. Mais oui, bien sûr. Remettez-nous la garde. Non, évidemment. Là, mais j'y ai pensé, je n'osais pas trop parce que je vais encore faire mon mec de droite, alors que je ne suis pas de droite. La garde républicaine, comme là, j'ai la caution de Thierry Moreau. C'est vrai que quand vous entendez, par exemple, la garde républicaine chanter le chant des partisans, mais c'est extraordinaire. C'est autre chose. J'aurais aimé, c'est vrai, la garde républicaine pour les matchs. Quoi qu'il arrive, ça ne nous a pas empêché de gagner. Non, et tant mieux. Mais peut-être qu'on aurait gagné par un score plus large s'il n'y avait pas eu les hymnes. Et d'ailleurs, je vais vous dire, franchement, au moment où les Blacks ont marqué, ils ont marqué très très vite, je me suis dit ça, c'est les hymnes qui ont tétanisé les Français. Ouais. Ça les a déstabilisés. J'y vois quelque chose. Anne-Sophie Saint-Père, faut arrêter avec les enfants ou pas? Enfin, je veux dire sur les hymnes. Non, faut arrêter avec les hymnes. Elle va te dire, faut arrêter avec les hymnes. C'est bien précisé. Alors, quoi. Oui, déjà, moi, je suis pas. Si c'est le chant des partisans, pourquoi pas. Non, mais moi, en fait, le truc, c'est que très clairement, j'écoute pas les hymnes parce que je vois. Mais non, mais je regarde les matchs en débat et en fait, il y a du bruit jusqu'au début. Ben non, mais on les entend pas. Vous ne chantez pas la main sur le cœur. Eh ben non, je ne chante pas la main sur le cœur. Je ne chante pas la main sur le cœur. Mais non, en fait, moi, je me sens un peu triste pour les gamins qui ont dû répéter pendant super longtemps. Donc, trouver une solution enfin voilà, pour que. On regarde les gamins, on arrête les canons, mais enfin, en fait, on les fait chanter derrière la garde républicaine comme ça, on les entend pas. Et parfait. Voilà. Mais je suis outrée du fait que vous ne chantiez pas les hymnes. C'est le dernier moment de concentration avant le match. En plus, c'est un moment qui est hyper important. Mais non, mais c'est le dernier moment pour commander avant le match. Vous vous rendez pas compte. Avec un Uber. Mais c'est pour commander à boire au bar. Je ne fais pas de promotion de l'alcool. C'est un sacrilège. Voilà, je sais. Et par contre, pendant les hymnes, on se tait, on ne commande pas au bar, on met la main sur le cœur. Mais je fais tellement de sacrilèges, même l'essai des All Blacks, je les trouvais bien au début. Ah bah oui, non mais bien sûr, mais on a le droit et on respecte aussi les hymnes de l'adversaire, évidemment, bien sûr. L'information, c'est quand même qu'Anne-Sophie aime le rugby, donc déjà ça, c'est déjà pas mal. Ouais, ça c'est vrai. Moi je suis contente. Je m'attendais pas, je suis surpris. Thierry Moreau, vous avez suivi un peu cette Coupe du Monde ou pas du tout? J'ai regardé le premier match parce que c'était un événement, donc j'ai regardé. Et puis en plus, ils ont plutôt. Au début, ils ont eu du mal, puis après, ils se sont imposés et ça a été magistral. Donc non, j'ai regardé. La tendance du jour. D'après un sondage Opinionway, 37% des salariés français envisageraient une reconversion vers des métiers de la main et de l'humain. En clair, des métiers manuels. Parmi eux, 51% ont moins de 35 ans et 35% sont issus des catégories socio-professionnelles supérieures. Ça, c'est une bonne chose, pour le coup, à
Anne-Sophie Saint-Père, c'est-à-dire voilà, tous les gens qui étaient dans des bureaux et qui envisagent d'autres métiers, des métiers plus manuels. On a vu pas mal de grands diplômés qui ont créé leur boulangerie parce qu'ils en avaient marre d'être derrière un bureau et d'avoir un métier qui n'avait pas de sens. Alors je comprends complètement parce qu'il y a plein de bureaux devant des ordinateurs qui ne servent à rien, contrairement à des boulots concrets. Ensuite, je m'interroge un petit peu sur ces surdiplômés qui arrivent sur des secteurs où en fait il y a des gens qui ont passé des CAP et des diplômes qui étaient moins valorisés à une époque pour le faire particulièrement. Donc il faut, après je sais pas, il y a peut-être de la place pour tout le monde, hein, mais voilà. Et dans tous les cas, pour moi c'est des métiers qui doivent être revalorisés parce qu'ils ont effectivement beaucoup plus de sens. Ils permettent de vivre bien plus que le métier d'un consultant qui va pondre des rapports sur un métier qu'il ne connaît pas très bien pour réformer une institution dans laquelle il ne travaillera jamais. Après, vous avez plein de métiers manuels qui recrutent aujourd'hui quand vous êtes ébéniste, quand vous êtes menuisier, quand vous êtes ferronnier, voilà, quand vous êtes cuisinier. Il y a plein de super métiers qui recrutent. Mais s'il y a de l'espace pour l'emploi, tout à fait. Hein. C'est simplement que je me disais que pour des gens qui avaient été méprisés pour leur CAP pendant des années et de voir ce qui arrive, bon, je comprends qu'il puisse y avoir une petite ironie. Je suis d'accord avec Anne-Sophie. Moi, je dis il était temps, en fait. Il était temps, justement, qu'on valorise les métiers manuels. Je suis très contente. Complètement. Oui, moi là-dessus, mais il y a un côté qui m'énerve un peu quand même. Il y a le côté... j'ai fait l'école de commerce pour faire plaisir à papa, maman. Ils m'ont payé les prépas, ils m'ont payé le gros truc, etc. Et puis après, je vais faire un métier qui a du sens. Mais ok, métier du sens, mais parce que ce sont des héritiers derrière. Faut toujours... faut toujours que vous soyez chagrin. Oui, là, il n'y a plus de bonnes nouvelles. Tu vois, Sophie et moi, on est d'accord là-dessus. Il y a quelque chose. Ça m'inquiète un peu. Il y a quelque chose qui me dérange. Il y a quelque chose qui me dérange. Comme l'a dit Estelle, c'est quand même des métiers où on cherche des bons professionnels. Et il n'y en a pas tant que ça. Ça contredit ce que nous disait le député RN du début de notre émission, qui disait oui, on ne valorise pas assez l'apprentissage, on ne valorise pas les métiers manuels. Et bien là, c'est la preuve qu'il y a une valorisation. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les gens parce que je ne sais pas faire. Les gens qui font des choses avec leurs mains, voilà, c'est une bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle. Bien sûr. Après, s'énerver, quoi. Et avant, franchement, quand les gamins disaient je vais faire un CAP, on les traitait tous de nuls, de débiles, etc. Et c'était horrible pour eux. Ils se faisaient chambrer, faire cuisine. Faire un CAP cuisine il y a 20 ans. Mais voilà, vous étiez la honte de la famille. Et aujourd'hui, tout le monde est fier de vous. Et c'est génial. Encore une fois, ce sont les classes supérieures, la grande bourgeoisie qui décide de ce qui est bien ou pas bien. Alors ne te plains pas que la classe supérieure, la bourgeoisie, comme tu dis, c'est les enfants issus de la bourgeoisie et de la classe supérieure. Aujourd'hui, ils veulent faire un CAP cuisine. Et moi, je trouve ça formidable parce que justement, ça passera aussi par là, la démocratisation de ces métiers, par le fait que ce soit pas toujours les mêmes qui les exercent, mais que justement, là, à un moment, ce soit les riches, comme tu dis, les classes supérieures qui fassent ces métiers-là, qui fassent un CAP. Et quand leurs parents, quand les petits bourgeois diront justement à leurs enfants, putain, c'est super, tu fais un CAP cuisine, c'est génial, je suis fier de toi, mon fils ou ma fille, tu auras plus de bourgeois qui auront dans ces métiers-là. Et c'est bien aussi, ça s'appelle la mixité, Fred Hermel. Et la mixité, c'est formidable et dans tous les sens. Il faudrait que ça aille dans les deux sens, c'est-à-dire que si quelqu'un n'a pas envie de faire son CAP, veuille faire une école de commerce, il puisse le faire même s'il vient d'un ouvrier. Il n'a pas pu le faire parce que le bourgeois, il a fait son école de commerce avant de faire le CAP et il n'a pas eu la place. Peut-être, mais en tout cas, la mixité, pour moi, elle va dans les deux sens et je trouve ça très bien, effectivement, qu'il y ait des mecs qui aient fait les écoles de commerce et qui aillent maintenant faire des CAP menuiserie ou boulangerie. On va rejoindre tout de suite Vincent Moscato qui a fait de très très grandes études, bien sûr, le super Moscato Show. Salut Vincent. Comment elle va Estelle? Elle va bien. Alors ça rénove ou quoi là? Ça va rénover. Ça a eu rénové. Oh, Estelle, t'es discours enflammé, je t'ai vu, t'étais la mixité, tout ça. T'étais plein badin. Alors écoute-moi, nous on va en parler. J-2 avant France-Uruguay. On se demandera si le Paris Jelonche, c'est ce troisième lignel de Toulouse qui s'est blessé au genou il y a quelques mois et qui remet le couvert à l'image de Colissi, le capitaine sud-africain. Ils sont là. Verratti a-t-il fait une grande carrière? On va se poser la question. Il finit un peu. Faut demander à Daniel Riolo. Mais il finit un peu voilà quoi. Tu vois, c'est un peu dommage. Il finit. Enfin, il est pas vieux que je sache. Oui, mais là il va pas dans un grand championnat quand même. Il va dans le Moyen-Orient. C'est sûr, mais c'est quand même un peu moyennasse quoi. Ça sent quand même c'est le cimetière. C'est pas pour le niveau. C'est un peu là-bas, c'est un peu le cimetière des éléphants quand même. Pogba, est-ce la fin? On n'est pas bien c'est un peu Pogba. dur, c'est pas sa meilleure période, c'est pas sa meilleure période. J'ai bien peur que la messe est dite. Et puis Gattuso, est-ce la bonne idée pour l'OM? C'est mon joueur préféré.
Ah bah ouais. Donc j'ai très très envie de le voir dans le championnat. Ah, t'aimes le beau jeu, quoi. T'aimes les manuels. Ouais, alors c'était pas ce qui le caractérisait tout à fait, mais enfin bon. C'est ça, t'aimes les besogneux, t'aimes les manuels à la main comme les Romains. Allez, salut. J'ai pas entendu de tout ce qu'il a dit à la fin, mais salut Vincent Moscato, le super Moscato Chaussé tout de suite, et nous on se retrouve demain en direct de nos studios dans Estelle midi 15h. Passez tous une excellente journée sur RMC. Salut.